Alors, c'est moi qui vous remercie pour votre très chaleureux accueil. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Donc, merci pour votre belle présentation, en rappelant effectivement la diversité de mes activités qui peut surprendre parfois. J'ai eu le plaisir, en fait, à 15h d'avoir un groupe d'une trentaine d'élèves où j'ai plus spécifiquement parlé justement de mon parcours particulier, mêlant effectivement les recherches d'astrophysique de haut vol, très spécialisée, très pointue, avec ma passion pour l'écriture, la littérature, à travers mes essais de vulgarisation, mes romans, mais également mes poèmes, ma passion de la musique et ma passion également des arts plastiques. Donc je vais parler un petit peu de tout cela. Ce soir, je me cantonnerai plutôt à mon rôle d'astrophysicien, puisque voilà, je vais vous brosser, je vais switcher enfin sur ma présentation, pour vous parler donc de ces... on appelle les bonnes nouvelles des étoiles. Voilà, ces bonnes nouvelles des étoiles, parce qu'effectivement, chaque jour, avec les progrès absolument extraordinaires et fulgurants, à la fois des instruments qui permettent d'explorer l'univers, à travers à la fois les différents rayonnements électromagnétiques, mais également un grand nombre d'autres phénomènes, je dirais quelques mots, le neutrino, les ondes gravitationnelles, etc. À travers également des grilles de lecture théoriques, qui sont mon champ d'expertise particulier. Je ne suis pas astronome, je ne fais pas d'observation dans le télescope, je suis un physicien théoricien. J'ai une formation initialement en mathématiques pures, et donc je poursuis dans cette voie, appliquer les mathématiques pour décrire quelques-uns, pour essayer de décrypter quelques-uns des innombrables mystères de l'univers. Qu'est-ce qui se passe au fond d'un trou noir? Y a-t-il eu quelque chose avant le Big Bang, l'espace est fini ou infini? Voilà, ce genre de questions qui m'ont toujours fasciné. Donc c'est un travail qui se fait en général en amont, c'est un travail de théoricien, un travail de réflexion théorique, dont l'outil principal, ce sont les mathématiques précisément. Après, on élabore des modèles de physique fondés sur des intuitions que l'on peut avoir sur la nature du monde, et après on les propose à la communauté des astronomes qui sont habilités non seulement après à vérifier ce genre de prédictions théoriques par des observations. Et donc, comme je le disais, grâce à ces progrès fulgurants, constamment des nouvelles tombent du cosmos. Évidemment, à l'échelle cosmique, par rapport à nos petits soucis quotidiens, ce ne sont que des bonnes nouvelles, même quand c'est deux trous noirs qui rentrent en collision. C'est une magnifique chose, parce qu'ils produisent des ondes gravitationnelles, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Les ondes gravitationnelles vont nous apprendre des choses extraordinaires. Pareil, quand les galaxies rentrent en collision. Les galaxies rentrent tout le temps en collision, en fait. Parce que ce sont contrairement des événements extraordinairement bénéfiques et générateurs de nouvelles choses, puisque quand des galaxies rentrent en collision, les vastes nuages de gaz, dont elles sont constituées en partie, dans les collisions, se condensent en étoiles. Et donc il y a des flambées de nouvelles générations d'étoiles lorsque les galaxies rentrent en collision. Donc au lieu d'être destructrices, ces collisions sont génératrices. Et ainsi de suite, toutes ces nouvelles sont plutôt de bonnes nouvelles. Alors, c'est justement parce que ces nouvelles du cosmos sont si fascinantes que l'astronomie, la tentative de comprendre le ciel, comment nous nous situons là, c'est l'une des disciplines les plus anciennes, puisqu'on trouve des éléments d'astronomie dans la rupestre du néolithique, comme on peut le voir ici. Et évidemment, l'astronomie est apparue très tôt dans toutes les cultures et les civilisations pour une question très pratique, mesurer le temps. Les sociétés ont eu assez tôt besoin d'établir des calendriers, structurer leurs activités, des fêtes religieuses, travaux de chant, etc. Et donc, évidemment, c'est l'astronomie qui a fourni les premières horloges, les horloges naturelles, qui sont les mouvements réguliers de la Lune et du Soleil. C'est la raison pour laquelle absolument toutes les cultures et toutes les civilisations ont fait des observations astronomiques perdues dans la nuit des temps pour effectivement établir des calendriers, que ce soit donc, les Mayas, les Grecs, les Chinois, les Indiens, toutes les cultures, les Polynésiens, toutes les cultures. Et puis derrière cela, ce qui m'a semblé encore plus cher, il y a une question essentielle, plutôt d'intérêt philosophique, qui est la curiosité fondamentale. Et plus que la curiosité, l'étonnement. S'étonner du monde qui nous entoure. Donc c'est un étonnement d'ordre philosophique, mais l'étonnement philosophique conduit justement à se poser cette question-là, qui est illustrée par le célèbre tableau que Paul Gauguin a peint en 1897, qui s'appelle « Qui sommes-nous? Devenons-nous? Où allons-nous » Et en fait, ces trois questions, c'est vraiment le sujet du soir. Ces bonnes nouvelles des étoiles vont nous apprendre
pas nous répondre, ne vont pas nous donner des réponses définitives, évidemment, à ces questions, mais vont nous approcher d'une réponse qui n'est pas la même que celle que l'on pouvait donner il y a un siècle, par exemple. Et donc, ça veut dire que, qui sommes-nous? C'est la question de la vie dans l'univers. Sommes-nous une singularité extraordinaire? Nous, je ne parle même pas de l'homo sapiens. On peut se poser la même question pour un lapin ou une rose, c'est-à-dire quelque chose de vivant. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel qui se produit très rarement dans l'univers, à l'extrême uniquement sur Terre? Mais comme on va le voir, il y a des milliards et des milliards et des milliards de planètes qui sont là à la Terre dans l'univers, donc ça paraît quand même peu improbable que nous soyons seuls. Donc ça fait partie d'une très ancienne quête de l'humanité, de savoir s'il y a des formes de vie ailleurs dans l'univers. Le d'où venons-nous, évidemment, c'est la question des origines. Quelles sont nos origines? Je parle des origines astronomiques très lointaines, bien entendu. Donc, nos origines, quelle est l'origine de la Terre, l'origine du Soleil, l'origine des étoiles, l'origine des galaxies? Y a-t-il même une origine à l'univers? Le fameux modèle de Big Bang, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Et où allons-nous? C'est essayer de prédire avec des modèles, effectivement, qui décrivent assez bien le passé. Ces modèles, également, doivent être prédictifs et, effectivement, sont capables, dans certains cas, de prédire à très long terme le sort final de la Terre, du Soleil et de l'univers. Alors, pour cela, comme je l'ai dit, il faut une combinaison à la fois d'outils, et puis d'outils pratiques technologiques, et puis d'outils intellectuels. Alors, les outils technologiques, ce sont les observations, évidemment, en astronomie. Donc, ici, je vous ai mis un panel de 4 sites particuliers de l'astronomie qui se captent différentes formes de lumière, que l'on appelle très généralement le rayonnement électromagnétique. Alors, vous savez que la lumière ordinaire qui permet de nous voir, de voir le ciel, ce n'est qu'en fait qu'un cas très très particulier, un phénomène plus large qu'on appelle le rayonnement électromagnétique et qui contient toutes les formes de lumière sur différentes fréquences et différentes longueurs d'onde. Les ondes radio, l'infrarouge, l'ultraviolet, le rayon gamma, le micro-ondes, tout ça c'est de la lumière. Et les astres précisément nous envoient leur énergie sous toutes ces formes de lumière. Il a fallu attendre seulement la moitié du XXe siècle pour commencer seulement à avoir des instruments et des télescopes capables de voir autre chose que la lumière visible. Et donc, du coup, s'est dévoilé à nos yeux un panorama d'une richesse beaucoup plus extraordinaire que ce que l'on pouvait avoir précédemment. Alors, au sol, nous avons de très grands télescopes. Par exemple, ici, j'ai mis cette belle image d'un grand télescope européen. En fait, c'est le meilleur télescope optique actuellement installé sur la planète, qui se trouve au nord du Chili. Ça s'appelle le VLT, le Very Large Telescope. Ici, c'est un ensemble de radiotélescopes, donc on n'observe plus directement l'univers dans le domaine visible, dans le domaine radio, qui se trouve également au nord du Chili, sur un magnifique plateau à 5000 mètres d'altitude. J'ai eu la chance de visiter. Ici, vous avez un exemple d'un des innombrables télescopes qui sont dans l'espace. On a envoyé des télescopes dans l'espace pour 2 raisons. La première raison initiale, c'était d'échapper à l'atmosphère terrestre, parce que l'atmosphère terrestre est turbulente et elle brouille les images. Voilà. Et donc, il y a une bonne trentaine d'années, le projet qui a été réalisé d'envoyer un télescope optique au-dessus des couches de l'atmosphère. C'est le fameux Hubble Space Telescope qui nous a envoyé effectivement des images d'une qualité extraordinaire. Et vous en verrez quelques-unes dans le beau diaporama. Mais essentiellement, aujourd'hui, la plupart des télescopes dans l'espace sont consacrés aux autres domaines de longueur d'onde qui n'arrivent pas au sol parce qu'elles sont bloquées par les couches supérieures de l'atmosphère. Donc si vous voulez étudier l'univers, et on a absolument besoin pour mieux le comprendre en infrarouge, en rayons X, en rayons gamma, en ultraviolet, toutes ces longueurs d'onde qui n'arrivent pas au sol, eh bien, il faut des télescopes dans l'espace. Il y a des dizaines et des dizaines de télescopes extrêmement sophistiqués, chacun avec leur technologie particulière, qui sont placés dans l'espace. Et puis, je ne résiste pas, quitte à prendre une minute de plus, à commenter brièvement cette image que vous voyez là. C'est l'une des coupoles de ce télescope européen qui est au sol, dans lequel vous voyez un étrange fil orange qui sort de la coupole, qui va permettre, en fait, c'est une sorte de tir laser qui est effectué avant une observation, qui va permettre de créer dans les couches supérieures de l'atmosphère une sorte d'étoile artificielle dont on analyse les propriétés. Et on a construit des miroirs minces et souples qui sont déformables et dont on peut contrôler la forme en temps réel en fonction de l'état de l'atmosphère pour annuler la présence de l'atmosphère.
Cette technique relativement récente, très complexe à mettre en œuvre, s'appelle l'optique adaptative, c'est-à-dire on s'adapte en temps réel aux conditions de l'atmosphère de façon à l'annuler. Donc on peut avoir au sol des télescopes gigantesques qui seraient beaucoup trop coûteux d'envoyer dans l'espace, mais fonctionnant au sol, comme si c'était dans l'espace. Voilà un exemple des innombrables progrès de l'instrumentation. Mais comme je vous l'ai dit tout au début, ça c'est consacré à la captation de la lumière, du rayonnement électromagnétique, mais on s'est aperçu au XXe siècle, souvent grâce d'ailleurs d'abord à des avancées théoriques, que les astres émettaient également leur énergie sous d'autres formes que la forme de lumière. Par exemple, le Soleil n'émet que la moitié de son énergie sous forme de rayonnement électromagnétique. L'autre moitié, c'est émis par des particules élémentaires issues du cœur même du Soleil, dues aux réactions thermonucléaires à très haute température. Ces particules s'appellent des neutrinos. Donc les neutrinos apportent une information que ne nous apportent pas les rayons lumineux. Donc on s'est dit, mais pour mieux comprendre le Soleil, et notamment le cœur du Soleil, que l'on ne voit pas, évidemment, en lumière, puisque le Soleil est opaque, on ne voit que la peau, que la surface du Soleil, pour sonder le cœur du Soleil, eh bien on utilise des neutrinos, qui est des détecteurs de neutrinos, qui vont nous permettre directement de voir ce qui se passe dans le réacteur nucléaire solaire. Et cet instrument que vous voyez là, c'est un détecteur de neutrinos qui se trouve au Japon. Enfin, il y en a un petit peu partout sur le globe. Alors, c'est des instruments, évidemment, ça ne ressemble plus du tout à des télescopes, parce que, en fait, ici, le détecteur, c'est une sorte de piscine suspendue. Chaque molécule d'eau, potentiellement, est susceptible d'interagir avec l'un des innombrables neutrinos qui traversent la piscine. Et de temps en temps, de façon très rare, mais malgré tout, ça se passe, il y a une interaction entre un neutrino et une molécule de la piscine, et on a comme ça un télescope à neutrinos. Bien. Et puis donc, bon, ici on a un autre type de détecteur qui s'appelle des rayons cosmiques, un autre qui véhicule un autre type d'information. Ça, je rajoute ça maintenant depuis 1 ou 2 ans dans mes PowerPoint, parce que ça s'appelle un détecteur d'ondes gravitationnelles. Je suppose que si vous suivez un petit peu de temps en temps l'actualité scientifique, même si les médias n'en parlent pas beaucoup, vous avez probablement entendu parler de la première détection directe enfin des ondes gravitationnelles qui était attendue par les scientifiques depuis un siècle et qui a été faite en 2015. C'est un événement pour nous tout à fait exceptionnel parce que ça ouvre de nouvelles fenêtres pour mieux comprendre l'univers. Je vous dirai un mot un peu plus précis tout à l'heure sur ce que sont les ondes gravitationnelles, et c'est ce qu'elles nous apprendre, et ceci c'est un des détecteurs des ondes gravitationnelles qui est installé près de Pisa, qui est un instrument franco-italien. Et puis en fait ceci, il ne ressemble vraiment pas du tout à un télescope, c'est un détecteur de particules en fait, qui se trouve au CERN, vous savez, le grand accélérateur de Genève, où on fait de la physique des énergies. On n'y fait pas d'astronomie, on fait rentrer en collision des particules élémentaires, on les casse en morceaux, pour essayer finalement de sonder s'il y a une structure ultime de la matière, les constituants de base de la matière, mais ce faisant, dans ces collisions, on crée momentanément des conditions de température et d'énergie extraordinairement élevées que seul l'univers très très jeune, c'est-à-dire tout de suite après le supposé Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, au bout de quelques milliardièmes de secondes à peine d'existence, si tant est que l'univers n'ait pas existé avant le Big Bang, ça c'est une autre affaire, après quelques milliardièmes de secondes à peine, l'univers a connu ces températures-là, a créé naturellement ces températures, et donc cet instrument permet de tester les modèles théoriques de cet univers extraordinairement jeune. Alors évidemment, nous ne recevons ni lumière, ni neutrinos, et ainsi de suite. Donc vous voyez, un ensemble d'outils technologiques extrêmement sophistiqués pour récolter une masse de données. Maintenant, évidemment, il faut la bonne grille de lecture. Voilà. Et donc cette grille de lecture fait appel aux grands piliers de la physique moderne, qui sont d'une part la relativité générale, qui est la théorie que Albert Einstein a proposée il y a un peu plus d'un siècle, en 1915, qui est une théorie de la gravitation. Mais cette théorie de la gravitation, qui va faire mieux que la théorie traditionnelle, qui est la théorie de Newton, la loi de l'attraction universelle, qui marche fort bien dans le système solaire, mais dès qu'on va s'en éloigner, qu'on va étudier des phénomènes plus complexes, comme les trous noirs du Big Bang, il faut cette nouvelle théorie de la relativité générale qui met en jeu non seulement la gravitation, mais la structure même de l'espace et du temps.
Bien, j'en dirai quelques mots supplémentaires tout à l'heure. Et puis l'autre grand pilier, pour comprendre les phénomènes du très petit, les phénomènes microscopiques à l'échelle atomique ou subatomique, bien c'est la physique quantique, la mécanique quantique a été également élaborée dans les 2 ou 3 premières décennies du XXe siècle. Et donc chacune de ces théories décrit d'une part l'univers à grande échelle avec la gravitation, d'autre part l'univers à très petite échelle, avec effectivement les interactions, la structure de la matière, les interactions particulièrement. On a vraiment besoin de ce degré de lecture pour interpréter les phénomènes cosmiques. Il faut intervenir à la fois évidemment du très grand et du très petit. Avant de plonger directement dans ces nouvelles des étoiles, un petit prélude qui va être une forme de rappel aussi voilà, des différentes échelles de distance dans lesquelles on se perd un petit peu parce qu'on a tout de suite affaire à des chiffres astronomiques dès qu'on parle de distance, c'est des milliards et des milliards de kilomètres, de lumière, on s'y perd un petit peu. Voilà. Et puis donc, certains ont peut-être oublié les différences qu'il peut y avoir entre une planète, une étoile, une galaxie, ce genre de choses. Donc, je vais faire un petit prologue dans ce petit prologue au prélude. On va faire un petit voyage comme ça à l'image. Nous allons partir évidemment de la structure un petit peu équivalente de la molécule astronomique, c'est une planète de la taille de la Terre. Voilà. Alors imaginons que nous soyons tous embarqués ici dans un vaisseau spatial, et nous allons quitter la Terre dans ce vaisseau spatial, nous allons nous en éloigner, et par une série de zooms successifs, de zooms arrière, on va voir évidemment des structures de plus en plus grandes dans lesquelles des objets précédents vont s'emboîter. 10 000 km, voilà, on passe à une échelle d'environ 10 milliards de kilomètres qui nous permet de représenter ce qu'on va appeler le système solaire interne, c'est-à-dire, c'est aujourd'hui effectivement que la Terre n'est qu'une planète parmi une dizaine de planètes gravitant autour de l'étoile Soleil. Alors je précise tout de suite que ceci évidemment est une infographie, premièrement, une vue d'artiste qui ne respecte absolument pas les distances et les tailles relatives, puisque par exemple si le Soleil avait vraiment cette taille-là, les planètes ici seraient à une centaine de kilomètres, donc ça ne rentrerait pas dans l'écran, hein, bien évidemment. Voilà. C'est simplement pour vous rappeler que le système solaire interne est constitué d'une dizaine de planètes principales gravitant autour de notre étoile Soleil. Le zoom qui suit, eh bien, en fait, on a compris que le système solaire s'étend beaucoup plus loin que simplement les orbites des planètes lointaines, parce que souvent on lit dans la presse qu'au-delà des planètes lointaines comme Neptune ou Pluton, si un vaisseau spatial va au-delà, il est en train de quitter le système solaire, mais pas du tout, il est encore en plein cœur du système solaire. Parce que le vrai système solaire, c'est le système solaire gravitationnel, c'est-à-dire c'est l'ensemble de tous les corps qui sont liés à la gravité du Soleil, donc ils vont tourner autour. Donc ça va former notre petite maison, petite, elle n'est pas petite, elle est petite par rapport à l'univers, à nous elle est gigantesque, notre maison à nous, c'est l'ensemble de tous les corps liés à la gravité du Soleil. Donc ce zoom arrière, toujours en infographie, voilà, ça représenterait la totalité de notre système solaire, c'est-à-dire des milliards et des milliards de corps qui sont tous liés à la gravité du Soleil. Et on est passé ici à une échelle où on a déjà un chiffre astronomique, le diamètre estimé, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Voilà. Alors, ça tombe bien, il y a une unité de distance en astronomie que vous connaissez tous, c'est l'année-lumière. Comme son nom l'indique, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Et donc, à la vitesse de 300 000 km par seconde, si vous faites le calcul rapide sur une feuille de papier, ça fait à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Donc, il se trouve finalement que cette unité que l'on va après utiliser par la suite, c'est à peu près la taille de notre petite maison, enfin de notre petite région, système solaire. Voilà. Alors, jusqu'au XVIe siècle, à peu près, jusqu'à l'époque de Galilée, de Kepler, etc., certains pensaient que l'univers n'était guère plus étendu que le système solaire, puisqu'on n'avait aucune idée de la distance des étoiles. Donc il y en a qui pensaient que les étoiles, la plupart des gens pensaient que les étoiles étaient juste à la périphérie du système solaire. Et puis après, on s'est aperçu évidemment que les étoiles étaient beaucoup plus éloignées que cela. Donc on va faire ce zoom arrière, on va passer pour une vraie photographie, un champ d'étoiles relativement proche du Soleil. Voilà. On est dans le champ de vue d'environ 1000 années-lumière autour de nous. Vous voyez un champ d'étoiles. Donc chacune de ces étoiles étant un soleil, bien entendu, entouré probablement, on sait aujourd'hui, de planètes, de comètes, de tout un ensemble de choses absolument fascinantes. Mais ce ne sont que les étoiles proches, même si vous auriez 2 à 3 000 étoiles dans cette petite région du ciel, c'est vraiment le voisinage immédiat du Soleil. Et puis on a compris un peu plus tard, au XIXe siècle,
que les étoiles n'étaient pas réparties uniformément comme ça dans l'espace, elles se regroupaient dans le vaste système qu'on appelle les galaxies. Donc nous appartenons à une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, comme vous le savez probablement. Et donc si on fait ces zooms arrière, voilà à quoi ressemblerait la Voie lactée. Cette structure que l'on voit, c'est un disque de gaz et de poussière et d'étoiles aplati que l'on voit ici par la tranche. Alors je m'empresse de dire que ce n'est pas notre Voie lactée, puisqu'on n'est pas sorti pour la prendre en photo, on n'est pas fait de le faire, mais comme on a découvert par la suite qu'il y a d'autres galaxies, un grand nombre que vous allez le voir, et que certaines d'entre elles ressemblent à notre galaxie, à notre Voie lactée, bah, ceci c'est une galaxie qui donne une bonne idée de à quoi pourrait ressembler notre Voie lactée. Et donc on a ici des systèmes, on est sur une échelle d'environ 100 000 années-lumière, qui est à peu près le diamètre moyen d'une galaxie modeste, parce que nous sommes évidemment dans une galaxie ni très petite et ni très grosse, donc elle est modeste. Une galaxie modeste, c'est la taille, et puis il y a 2 à 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Des galaxies un peu plus petites et des galaxies beaucoup plus grosses que ça, mais typiquement, voilà, quelques centaines de milliards d'étoiles, qui se répètent chacune, c'est un soleil. Et puis à partir des années 1920 seulement, donc c'est un acquis relativement récent, ça a un siècle, on a compris qu'il y avait beaucoup de galaxies dans l'univers. Alors regardez bien le zoom qui suit, je vous le trouve particulièrement extraordinaire. Cet objet, qui à notre échelle est absolument gigantesque, vous imaginez, de 100 milliards d'étoiles, va devenir un point dans le cliché suivant. Regardez. Alors, vous voyez un cliché astronomique, vous voyez à peu près 10 000 points qui sont chacun des galaxies. Vous imaginez, c'est plus des étoiles, vous voyez, ce sont des galaxies. Vu ici sous forme de points. On est à une échelle d'environ 100 millions d'années-lumière. Et puis donc, certaines de ces galaxies sont relativement proches de nous. Elles sont à quelques dizaines de millions d'années-lumière. En astronomie, c'est relativement proche, évidemment. Et puis un petit grain très peu lumineux, c'est en fait une galaxie qui est beaucoup plus lointaine. Et là intervient un phénomène absolument essentiel à l'astronomie, c'est le couplage inévitable entre le temps et l'espace, puisque pour voir le ciel à travers les rayons lumineux, il faut attendre que les rayons lumineux nous parviennent. Et comme ils voyagent à une vitesse finie, certes très grande, mais par rapport à l'univers, la lumière est un escargot, en fait. Donc 300 000 km par seconde, c'est rapide à notre échelle, c'est Internet, c'est tout ça, les communications, mais à l'échelle de l'univers, la lumière met du temps pour aller d'un point de l'univers à un autre. Et donc on voit tout en décalage. Et donc dans un cliché comme ça, par exemple cette galaxie-là, si elle est à 20 millions d'années-lumière, vous la voyez aujourd'hui telle qu'elle était il y a 20 millions d'années. Vous ne pouvez pas la voir telle qu'elle est maintenant. Alors pour une galaxie d'un million d'années, c'est un battement de cils, c'est pas passé grand-chose, donc c'est presque du contemporain. Mais en revanche, une galaxie qui serait un petit point minuscule, elle est éventuellement à 1 ou 2 milliards d'années-lumière, ou même davantage, et donc vous la voyez seulement aujourd'hui. Donc il y a un décalage, une plongée dans le passé extraordinaire. Donc l'astronome qui explore les profondeurs de l'espace explore également les profondeurs du temps. Et c'est grâce à ça qu'on a fait une découverte extraordinaire au XXe siècle, l'une des plus grandes découvertes de toutes sciences confondues, c'est qu'en remontant dans le passé, on va s'apercevoir que l'univers était différent de l'univers d'aujourd'hui. Donc l'univers a une histoire, et qu'il n'est pas figé, éternel, éternellement inchangeant au cours du temps. Ça va être évidemment le récit du Big Bang que j'aborderai un petit peu plus tard. Alors, comme je suis toujours à des rappels, en prologue, je continue le zoom. 100 millions d'années-lumière, c'est beaucoup, ça paraît très vaste. Alors, quelque chose aussi assez stupéfiant. Vous pourriez croire, il y a un si grand nombre de galaxies dans ce cliché, que c'est un gros morceau de ciel que vous voyez là. Eh bien, pas du tout. Figurez-vous que le champ de vue que l'on voit là, ça correspond à peu près au champ de vue découpé par une tête d'épingle tendue à bout de bras sur le ciel. Vous imaginez le champ de vue minuscule auquel ça correspond? Rien que dans ce champ de vue, avec mon grand télescope, vous voyez 10 000 galaxies. Donc vous dites, mais alors si je promène ma tête d'épingle partout, c'est-à-dire si je fais un scan général de la voûte céleste, je vais avoir une idée du nombre total de galaxies qu'il y a dans l'univers. Je ne parle même pas de l'univers total, je parle simplement de l'univers observable, accessible à notre télescope. Et on pense aujourd'hui qu'il y a 1000 milliards de galaxies dans la partie de l'univers qui est observable. Alors on a des instruments qui permettent de sonder toujours plus profondément. Voilà un cliché du ciel profond qui a été pris par le télescope spatial Hubble et qui montre à l'œil une véritable évolution de l'univers, parce que ici vous voyez certaines galaxies qui ont des couleurs différentes
d'autres galaxies. Et en fait, toutes les galaxies qui sont un petit peu jaune-orangé, ce sont des galaxies qui sont tellement loin dans l'espace qu'on les observe dans leur prime jeunesse. Et dans leur prime jeunesse, ces galaxies n'ont pas eu le temps de former beaucoup de générations d'étoiles. Or, ce sont les étoiles, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, qui donnent les couleurs aux objets, parce que ce sont les étoiles qui fabriquent les atomes. Et ce sont les atomes qui filtrent la lumière et produisent des couleurs. Donc on voit à l'œil une véritable évolution, puisque entre les galaxies très lointaines, donc très anciennes, que l'on voit ici, par rapport à des galaxies qui sont plus proches de nous, donc qui ont le temps de former beaucoup d'atomes, les couleurs sont différentes. Et on voit donc à l'œil directement une véritable évolution de l'univers. Et je finirai sur le zoom le plus extravagant, mais je ne peux pas expliquer tout de suite, parce que ça met en jeu des connaissances un peu plus complexes. On est capable aujourd'hui de remonter tellement loin dans le passé de l'univers, car on va remonter à une époque représentée par celle-là, c'est-à-dire à peu près 14 milliards d'années dans le passé de l'univers, où l'univers, représenté ici dans sa totalité, sous forme de planisphère aplati à 2 dimensions, ça représente en fait la limite de l'univers observable, à la fois la limite dans l'espace et donc la limite dans le passé. Et cette limite dans le passé, c'est l'époque où l'univers n'avait que 400 000 ans d'âge après le Big Bang. Il n'avait pas eu le temps encore de former des étoiles ou des galaxies. Et pour la première fois, il a émis de la lumière. Et c'est cette lumière que vous voyez là. Évidemment, ce n'est pas un rayonnement dans le domaine visible, c'est un rayonnement qui est dans le domaine des micro-ondes, donc il a fallu capter ce rayonnement par des télescopes particuliers marqués dans l'espace et qui ont produit cette image pour nous visible parce qu'on a mis des fausses couleurs pour illustrer en fait la structure étonnante de ce très très jeune univers, une sorte de soupe extrêmement homogène avec des grumeaux qui sont codés ici par des fausses couleurs. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est l'une des images les plus importantes, sinon la plus importante jusqu'à présent jamais acquise dans toute l'histoire de l'astronomie parce qu'elle m'a révélé l'origine de toutes les structures que nous observons aujourd'hui dans l'univers. Ceci n'était que le prologue, une mise en mémoire de quelques éléments fondamentaux. Voilà, alors je vous ai promis d'aborder des questions qui sommes-nous, allons-nous. Donc la question qui sommes-nous, c'est sommes-nous seuls ou pas dans l'univers? Alors, comme vous en doutez, on n'a pas encore la réponse, sinon je vous la donnerai tout de suite, mais c'est vrai que quand je vous ai dit qu'il y a 1000 milliards de galaxies dans l'univers observable, que chaque galaxie a des centaines de milliards d'étoiles, et que quasiment chaque étoile a vraiment des planètes, ça veut dire qu'il y a des milliers, des millions de milliards de planètes dans l'univers. Ce serait bien de dire s'il y a que sur notre Terre que la vie soit apparue. Alors encore faut-il comprendre comment est apparue la vie sur Terre. Voilà. Déjà, c'est pas si simple que ça. Alors, on pense que l'apparition de la vie sur Terre s'est produite il y a un peu moins de 4 milliards d'années, mais grâce en fait à la combinaison au moins de 3 facteurs. Le vivant, c'est du complexe. Le complexe, c'est donc la chimie du complexe, c'est la chimie du carbone, c'est la chimie organique. Voilà. Donc c'est la chimie du carbone qui permet de fabriquer naturellement des structures moléculaires compliquées comme les acides aminés, etc., qui forment les briques fondamentales du vivant. Ce n'est pas encore le vivant, ça forme des grosses molécules qu'on appelle les molécules prébiotiques. Donc, sur Terre, donc, la chimie a fait son boulot. Il y a 4 milliards d'années dans le passé, tout était en place pour que la vie apparaisse. Après, un saut que l'on ne comprend pas encore, la vie est bel et bien apparue sur Terre, durant 3,8 milliards d'années dans le passé, sous forme évidemment d'organismes extrêmement simples au départ, qui sont restés très simples pendant des milliards d'années, jusqu'à ce qu'après les protéines, etc., finissent par complexifier le vivant. Il est très très probable, même très certain, que les premières formes de vie apparues sur Terre soient ce qu'on appelle des bactéries extrémophiles, que l'on trouve encore beaucoup aujourd'hui dans des endroits apparemment très hostiles à la vie. Extrémophiles, ça veut dire qu'ils aiment les extrêmes, les conditions extrêmes. Donc, vous allez en Antarctique, vous prenez des échantillons sous la glace à 1 km de profondeur, vous remontez des trucs dans lesquels il y a des bactéries qui se sont mises en hibernation et qui se réveillent. Donc, ce sont des bactéries extrémophiles parce qu'elles résistent à des conditions extraordinaires. Vous allez à l'Islande ou dans le parc de Yellowstone aux États-Unis, vous regardez un geyser, vous avez des geysers de soufre, vous fait 400 degrés de température, vous avez des bactéries qui vivent là-dedans et qui se nourrissent du soufre. Donc, vous avez des extrémophiles. Donc, du coup, ça veut dire que finalement, on n'a pas besoin formellement de conditions relativement douces, les conditions douces que nous connaissons nous, pour avoir du vivant, même si c'est du vivant rudimentaire comme les bactéries extrémophiles. Alors, du coup, évidemment, ça élargit les espoirs pour que, dans des conditions plus extrêmes,
que l'on va trouver évidemment ailleurs, ne serait-ce que dans le système solaire, plus extrême que celle qui règne sur Terre, et il y a des possibilités d'apparition de la vie. Si tant est que donc j'ai parlé des ingrédients nécessaires à la vie, peut-être pas suffisants, j'ai parlé du carbone, après il faut un fluide pour propager les interactions entre les molécules. Ce fluide plus naturel, c'est l'eau. Un fluide à l'état liquide, c'est l'eau, H2O, ça tombe bien, l'hydrogène c'est l'atome le plus abondant, l'oxygène il y en a pas mal, donc on trouve de l'eau partout dans l'univers. Encore faut-il qu'elle soit à l'état liquide. Donc il faut une plage de température entre 0 et 100 degrés pour que l'eau ne soit ni glacée ni sous forme de vapeur. Et puis enfin, il faut de l'énergie. Évidemment, cette énergie, il y en a partout, l'énergie des étoiles, l'énergie interne des planètes, et ainsi de suite. Il est d'ailleurs très probable que les premières formes de vie sur Terre soient apparues indépendamment de l'énergie du Soleil, soient apparues au fond des océans, l'énergie étant l'énergie interne de la Terre. Bien. Alors du coup, quand on quitte maintenant les conditions terrestres, vous savez qu'on s'intéresse beaucoup, par exemple, à la planète Mars. Voilà. Alors on a abandonné l'idée des petits hommes verts martiens avec la civilisation avancée qui vont venir nous envahir, c'était une jolie idée de science-fiction, ça ne marche pas du tout. Alors initialement, les planètes du système solaire se sont formées dans les mêmes conditions, à la même époque. Là, j'ai mis simplement les deux planètes qui encadrent la Terre dans le système solaire. Vénus est un peu plus près du Soleil, Mars est un petit peu plus loin. Mais simplement, nés dans les mêmes conditions, avec des conditions initiales relativement identiques, après leur destin ont bifurqué. Pour plusieurs raisons. Une raison, c'est la distance au Soleil. Mais ce n'est pas la raison majeure. Vénus est un peu plus près, Mars est un peu plus loin, mais ce n'est pas pour ça qu'il fait si chaud sur Vénus et si froid sur Mars. La raison, c'est parce que, vous voyez, là je les lis à l'échelle. Vénus, c'est à peu près la même masse que la Terre. Et donc Vénus a su garder une atmosphère un peu comme la Terre. Sauf que l'atmosphère de Vénus a connu un effet de serre gigantesque. L'effet de serre s'est emballé sur Vénus. Et donc il y a une atmosphère extraordinairement épaisse qui conserve la chaleur. Et sur Vénus, il fait 450 degrés. Partout, tout le temps, jour et nuit. Bon. Sur Mars, à l'inverse, vous voyez que Mars est plus petit. Mars est plus petit, ça veut dire que son champ de gravité est plus faible. Et il n'a pas retenu son atmosphère suffisamment longtemps. Donc au début de Mars, de la vie martienne, Mars devait ressembler à la jeune Terre. Il y avait des rivières qui coulaient, il y avait des mers, il y avait des océans, il y avait toutes les conditions pour que la vie apparaisse, puisqu'il y avait de l'eau, il y avait de la chimie du carbone, il y avait de l'énergie. Donc on a fait le pari que la vie avait pu apparaître sur Mars, à l'époque où la vie était apparue sur Terre. Mais comme les destins ont bifurqué, l'atmosphère de Mars s'est envolée, les rivières ont disparu, il y a un peu d'eau qui est restée, mais sous forme congelée, et s'il y a eu des bactéries martiennes, l'espoir c'est d'en découvrir aujourd'hui des fossiles. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle Mars est exploré intensivement depuis quelques années par des véhicules robotisés, ça c'est 3 véhicules de la NASA, qui sont installés depuis une quinzaine d'années, et qui prennent des clichés extraordinaires et qui sont un petit peu des sites possibles pour un jour, quand on aura des robots un peu plus sophistiqués, faire des prélèvements du sol martien, et évidemment, le jackpot serait de trouver effectivement des bactéries fossiles. Alors la question là derrière, elle paraît simple, mais elle est absolument fondamentale. Comprenez bien que dans cette histoire de sommes-nous seuls ou pas dans l'univers, il y a un pari qui est fait. Le pari qui est fait, c'est un pari raisonnable, scientifique, c'est que la vie n'est pas un miracle extraordinaire. Si on a les bonnes conditions physiques et chimiques, elle finit par apparaître. Or, pas forcément sous la forme d'Homo sapiens, c'est même très peu, c'est même très peu probable, bien entendu. Mais toutes les formes de vie possibles imaginables fondées sur la chimie du carbone, si les conditions physico-chimiques au départ sont bonnes, ça pourrait émerger. Voilà. Et ce pari, c'est un pari que l'on fait. Rien ne garantit que ce pari il est bon. Mais il suffit de trouver un seul exemple en dehors de la Terre pour que le pari soit validé. Donc, même si on trouve, c'est possible qu'on trouve une bactérie fossile martienne dans les prochains mois, prochaines années, etc., tout aussi possible qu'on en trouve pas d'ailleurs, hein. Mais si on en trouve une, la question de la vie dans l'univers sera résolue. Ça veut dire que ce sont effectivement des conditions physiques et chimiques propices qui ont permis également l'émergence de la vie sur Mars. Donc ça veut dire que, généralisé à l'échelle du cosmos, la vie doit être un petit peu partout ailleurs dans l'univers. Bien, on attend encore de réponses positives. L'une des raisons, c'est parce que les robots qui sont sur Mars, là, sont équipés de systèmes pour gratouiller un petit peu le sol, mais ils ne peuvent pas excusez-moi, on ne peut pas gratouiller très profondément.
10 ou 15 cm de profondeur. Or, le sol martien, il est stérilisé en quelque sorte parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, très peu d'atmosphère, et il y a des particules de haute énergie qui sont des rayons cosmiques qui stérilisent le sol martien sur une couche de plusieurs mètres. Donc, on attend une mission européenne qui va être un robot plus perfectionné, qui va être lancé dans la décennie 2020, qui va être capable de faire un prélèvement du sol martien à plusieurs mètres de profondeur et d'aller dans la couche non stérilisée. Et peut-être là, on aura davantage de chances de trouver peut-être des bactéries fossiles, mais je le répète, rien n'est garanti. Et rien n'est garanti que la vie est apparue sur Mars. Peut-être qu'il y a rien eu depuis sur Mars. Alors, quittons Mars brièvement, si on a un long voyage à faire tout de même. On va s'intéresser à des satellites des grandes planètes gazeuses. Vous savez qu'à partir de Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, on a des grosses planètes gazeuses, qui sont essentiellement formées d'hydrogène, pas de surface solide, donc on n'imagine pas trop qu'il puisse y avoir des organismes vivants, des extrémophiles un peu bizarres, enfin. Mais on s'intéresse davantage aux satellites qui tournent autour. Voilà. Et ces satellites sont rocheux, à surface solide, et ils sont glacés. Alors vous voyez deux clichés de ces satellites-là. Europa, c'est un gros satellite de Jupiter, qui a à peu près la taille de la Lune. Encelade, c'est un petit satellite, je ne les ai pas mis à la même échelle, hein. J'ai fait un zoom sur Encelade, c'est un petit satellite de Saturne. Alors qu'est-ce que vous voyez? Europa, vous voyez une boule de billard extraordinairement lisse, et puis vous voyez que cette glace est craquelée. Vous voyez, hein, ces fractures, ces lignes rougeâtres, c'est des fractures de la banquise, parce qu'on sait également, on a mesuré, que le cœur de la planète est chaud. Et entre le cœur d'Europa chaud et la croûte glacée de la surface, ben, qu'est-ce qu'il y a? Un océan liquide, très probablement. Alors, on a fait des modèles, effectivement, de la structure interne du satellite Europa, avec un océan intérieur. Et on se dit, finalement, dans cet océan liquide, on a de l'eau liquide, on a la chimie du carbone qui est omniprésente, on a une source d'énergie interne. Pourquoi n'y aurait-il pas des Européens qui auraient des bactéries qui vivraient dans l'océan d'Europa? Voilà. Alors, évidemment, c'est encore beaucoup plus exaltant et excitant que les bactéries fossilisées sur Mars. Alors la confirmation que la chimie organique est partout présente, y compris dans les océans subglaciaires des satellites glacés, a été vérifiée par une mission magnifique de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle la mission Cassini, qui a observé pendant plus de 10 ans les environs de Saturne. Et notamment le petit satellite donc Encelade, Cassini a capté en direct des éruptions de vapeur d'eau. En fait, ce sont des geysers. Voilà. C'est-à-dire que la pression intérieure de l'océan subglacié, il y a aussi un océan liquide sous la couche glacée d'Encelade, vous entendez que ça saute comme un bouchon de champagne, et il y a un jet de vapeur. Et la sonde Cassini a mesuré la composition chimique des panaches qui sortent, et il y a bel et bien des molécules organiques. Donc tout est en place pour qu'effectivement, en tout cas, les conditions nécessaires, minimales, chimie du carbone, énergie, eau liquide, sont réunies déjà dans la société glacée. Ça ne garantit pas du tout qu'il y a des formes de vie, mais c'est une possibilité. Donc on espère d'avoir les budgets dans quelques années suffisantes pour aller déposer, par exemple, une sonde sur Europa, chercher un endroit où la fracture permet d'accéder à l'océan interne, peut-être de faire un prélèvement pour cet océan pour y découvrir les cousins des premières bactéries qui sont apparues sur Terre. Ce serait évidemment une nouvelle extraordinaire. Dans le système solaire aussi, là on peut prendre une actualité récente, des objets particulièrement intéressants, pour nous les astronomes et les astrophysiciens, ce sont les comètes. Les comètes, c'est des vestiges du système solaire primitif, ce sont des boules de rochers, de poussière, etc., qui sont collés ensemble par des glaces, et puis, en fait, c'est l'essentiel des objets du système solaire, c'est potentiellement des comètes. Mais ils ne deviennent comètes que lorsque ça s'approche du Soleil, et donc ça commence à s'évaporer, d'où ces magnifiques images où les comètes déploient leur chevelure de gaz et de poussière. Voilà. Et on sait depuis plusieurs siècles maintenant que dans ces chevelures de comètes, il y a beaucoup d'éléments chimiques extrêmement intéressants, y compris des molécules organiques, allant jusqu'à des acides aminés. Alors, on ne va pas jusqu'à imaginer qu'il puisse y avoir des formes de vie, évidemment ce sont des objets minuscules, les comètes, mais elles contiennent des briques fondamentales de la vie. Et puis elles n'ont pas changé depuis la naissance du système solaire, alors que les planètes ont évolué, elles ont effacé un petit peu leurs conditions initiales. Observer aujourd'hui une comète, analyser la chimie, la composition chimique d'une comète, ça revient à analyser la composition chimique du système solaire primitif quand il s'est formé. D'où des missions spatiales spécialement consacrées à l'étude des comètes, à commencer par, on va finir évidemment, par la fameuse mission européenne intitulée Rosetta, qui a lancé donc une sonde spatiale qui est partie de la Terre en 2004 et qui en 2014, après un voyage complexe et bien calculé à l'avance par les lois de la mécanique céleste
dans le système solaire, s'est mis en orbite autour d'une cible qui était un noyau de comète dont on savait qu'il se rapprocherait du Soleil. Et l'idée, c'était de mettre cette sonde spatiale en orbite autour du noyau de la comète, et à mesure que le noyau va s'approcher du Soleil, il va commencer à s'évaporer, et la sonde va analyser la nature des gaz qui s'échappent de la comète. Bien. Donc la mission a été un succès extraordinaire. Au mois de juillet 2014, la sonde s'est bel et bien mise en orbite autour du noyau de la comète. Cette image-là, je l'aime bien, c'est une sorte de selfie, puisque en fait, la sonde a déployé son bras articulé, s'est pris en photo devant la cible qui est le noyau de la comète. Ensuite, elle s'est rapprochée, et grâce aux caméras extraordinaires élaborées, on commence effectivement à étudier de près la structure du noyau de forme extrêmement tourmentée de la comète, et éventuellement d'y déceler un petit site pour un atterrissage. Alors pas l'atterrissage du vaisseau lui-même Rosetta, mais l'atterrissage d'un petit module qui avait été prévu, se détacher du vaisseau mère pour se poser sur le sol de la comète. Ce module s'appelait Philae, grosso modo c'était un petit module de la taille d'un réfrigérateur, si vous voulez, des bourrées d'électronique, qui sur Terre pesait à peu près 1 tonne, mais sur le noyau de la comète, la gravité est si faible que ça ne pesait que 1 gramme. Voilà. Donc ça veut dire que si vous déposez à une vitesse de quelques kilomètres par seconde ce réfrigérateur, si vous n'avez pas un système pour le plaquer au sol dès qu'il arrive, ça rebondit dans l'espace. Tout ça avait été étudié, mis en place à l'avance. Et donc voilà, dans les aventures du module Philae, sont représentés ici par un montage, un film fait par l'agence spatiale. Ça s'est passé au mois de novembre 2014. On assistait ça tous à la salle de contrôle à ce phénomène-là. Donc voilà, le module Philae. Après un calcul d'1 milliard de trajectoires, on avait choisi donc une cible qui était là, c'est-à-dire pour se poser, terrain d'atterrissage, pas trop tourmenté. Donc vous voyez que le calcul n'est pas trop mauvais parce que ça tombe près de la cible. Et là, malheureusement, le système de plaquage au sol ne fonctionne pas, la sonde rebondit. Et normalement, elle aurait dû se perdre dans l'espace, mais par chance, vous allez le voir ici, elle heurte une falaise qui la ramène vers le bas, et une deuxième falaise qui la ramène à nouveau vers le bas, et le petit module se coince au pied d'une infractuosité voilà, de la sonde. Donc voilà, ça a été une aventure tout à fait extraordinaire. Le module a fonctionné pendant 60 heures avec ses propres batteries, donc a pu analyser directement les vibrations du sol de la comète, et ainsi de suite. Puis après, il s'est malheureusement éteint parce qu'il n'a pas pu déployer ses panneaux solaires parce qu'il était pas bien. Peu importe. Donc on a appris beaucoup de choses en analysant après le dégazage progressif de la comète. Ça, c'est la sonde Rosetta qui continue à tourner autour. Et pourquoi on apprend ça? Parce qu'on étudie par exemple les éléments chimiques qui sont dans la comète, c'est les mêmes que les éléments chimiques sur Terre, ils sont dans des proportions différentes et dans ce qu'on appelle les compositions isotopiques différentes. Et l'une des choses qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir si ce sont des comètes qui, au début de l'histoire de la Terre, ont littéralement bombardé la Terre pendant des centaines de millions d'années sous un véritable déluge. Et on se dit, est-ce que les comètes, puisqu'elles contiennent des éléments chimiques, est-ce que c'est elles qui ont apporté des éléments aussi importants que l'eau ou que les briques fondamentales du vivant? Eh bien, il y a des résultats très intéressants déjà obtenus avec cette mission-là, notamment certains gaz rares, comme le xénon par exemple, se trouvent dans des compositions identiques dans le noyau de la comète et sur Terre. Et donc c'est un petit peu un support expérimental de plus pour vous dire que effectivement la Terre initialement a été bombardée par un déluge de comètes qui l'ont ensemencé en fait un élément chimique extrêmement intéressant et peut-être même que la vie a pu démarrer sur Terre grâce à un apport de matière extérieure qui ont constitué les briques fondamentales du vivant. Donc comme vous voyez, tout ça nous ramène finalement à nous interroger sur l'origine même du système solaire, comment ça s'est passé et quand ça s'est passé. Eh bien, on a de la chance d'avoir un véritable acte de naissance du système solaire sous la forme d'une météorite. Les météorites, ce sont des pierres qui tombent sur Terre, des pierres venues du ciel. La plupart des météorites, c'est des bouts d'astéroïdes, etc. Mais une certaine catégorie de météorites, ce sont des pierres qui se sont formées en même temps que le système solaire. Donc ça, c'est une vue d'un système solaire ailleurs qui est en formation. Bien. Et donc, on pense que notre système solaire lui-même, il y a 4 à 5 milliards d'années, s'est formé dans ces conditions-là.
agglomération progressive de petits grumeaux qui se sont collés ensemble pour former les planètes et ainsi de suite. Voilà. Et puis donc, il y a également donc, des petits cailloux qui se sont formés à cette époque-là, qui ont circulé pendant des milliards d'années, et puis certains de ces cailloux sont happés par le champ de gravité de la Terre et tombent sur Terre. Voilà. Donc, c'est des météorites qui ont pris naissance, qui ont exactement le même âge que le système solaire. Donc, l'une de ces météorites est tombée en 1969. On a recueilli les fragments, on a analysé la composition chimique très précise, et grâce, on peut faire des datations, vous le savez, probablement, avec la radioactivité, on analyse les proportions de certains éléments radioactifs, et on en déduit l'âge des roches. Voilà. Et bien donc, en faisant ce type d'analyse sur cette météorite et d'autres météorites qui sont tombées, on a l'âge du système solaire, on sait qu'il s'est formé il y a 4,566 milliards d'années. Un chiffre à retenir intéressant, c'est ça, 4 milliards et demi d'années, c'est l'âge de notre petit monde à nous. C'est pas l'âge de l'univers, l'âge de l'univers c'est plus, c'est 13,8 milliards d'années. Hein, mais l'âge de notre petit monde à nous, c'est 4,566 milliards d'années, c'est l'âge du Soleil, c'est l'âge de la Terre, c'est à peu près l'âge de la Lune. Bien, pardon. Les objets se sont formés en même temps. Alors, je lis acte de naissance, car il y a un enfant qui naît, vous allez à la mairie, l'acte de naissance, donne la date de naissance, bon là, en principe, vous indiquez le nom des parents. Et bien, figurez-vous que d'une certaine façon, on a une idée des géniteurs du système solaire. Alors, c'est quoi le parent? Il y avait un modèle qui nous disait que pour déclencher la naissance d'une étoile, l'une des possibilités, c'était un événement extérieur très violent qui est d'une explosion d'étoiles. On appelle une supernova. J'en dirai un mot un peu plus détaillé tout à l'heure. Voilà. Dans une supernova, si vous avez une explosion gigantesque qui expulse les couches extérieures, les couches gazeuses de l'étoile à grande vitesse dans l'espace, qui font un véritable bulldozer, et lorsque ça rencontre un vaste nuage interstellaire au froid, ça peut déclencher son effondrement, et ça va fabriquer une nouvelle étoile avec des planètes autour. Premièrement. Deuxièmement, le modèle théorique de l'explosion de supernova dit qu'il y a aussi des particules à grande vitesse, et on peut suivre, comme je vous ai parlé, qui vont bombarder les espaces, et lorsqu'ils vont frapper un grain de poussière interstellaire, ils vont modifier sa composition chimique d'une façon très précise. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer des isotopes de certains éléments particuliers dans des proportions précises. Et c'est exactement ce qui est retrouvé dans ce fragment de météorite. Voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, à la fin, certains d'entre vous pourront venir voir un bout de cette météorite que j'ai dans mon sac. Alors, c'est quand même extraordinaire. C'est un petit caillou tout gris qui ne fait pas de mine, mais qui vous raconte toute l'histoire d'un système solaire, et vous tenez ça en main, vous dites, je ne peux pas avoir un objet plus ancien que celui-là, puisqu'il s'est même formé un tout petit peu plus vite que la Terre et que le Soleil. Hein, voilà. En bref, donc voilà, on sait que dans le système solaire, c'est formé probablement à la suite de l'explosion d'une grosse étoile. On lui a même donné un nom, même si aujourd'hui il a tout à fait disparu. On en retient aujourd'hui des atomes qu'elle avait fabriqués. On l'appelle Coatlicue, qui est un aztèque qui veut dire la maman du soleil. C'est joli. Ah, bon. On va quitter le système solaire, parce que tout de même, je ne suis pas encore aux étoiles. Mais avant de quitter le système solaire, un petit mot sur ces objets qui deviennent de plus en plus intéressants et fascinants, qu'on appelle les astéroïdes. Bon, ici, c'est un schéma très simpliste du système solaire intérieur, qui vous rappelle qu'autour du Soleil, vous avez 4 planètes intérieures qui sont des planètes rocheuses. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et puis, planète suivante, pour faire un grand saut, on va arriver à Jupiter. Normalement, dans les lois de formation du système solaire, il devrait y avoir une planète entre Mars et Jupiter. Il n'y en a pas, mais il y a des millions de petits corps qui n'ont pas réussi à se coller ensemble, comme ils l'ont fait ailleurs, pour former une planète. Et c'est probablement l'influence de Jupiter qui a empêché l'agglomération de ces corps. Donc à la place, on a des millions de petits corps qu'on appelle des astéroïdes. La plupart gravitent donc entre les orbites de Mars et Jupiter. Alors il y en a des petits qui font quelques mètres, le plus gros fait quand même 800 km, hein, c'est pas rien, et toutes les gammes intermédiaires. Voilà. Alors, je ne suis pas peu fier en fait de vous dire que l'un de ces astéroïdes porte mon nom. C'est le numéro 5623. Alors c'est le moment qu'il a découvert, parce que moi je ne fais pas l'observation astronomique, mais je trouve que les gens qui découvrent l'astéroïde ont la possibilité de rendre hommage à l'œuvre de leurs collègues. Donc ils m'ont fait cet hommage-là il y a une vingtaine d'années. Mon petit astéroïde, numéro 5723, qui doit être une sorte de gros caillou d'une dizaine de kilomètres. Voilà. Alors, ce n'est qu'un titre honorifique, ce n'est pas un titre de propriété, malheureusement. Pourquoi c'est dommage? Parce qu'en fait, on a commencé à comprendre que les astéroïdes, dont ici vous voyez des images extraordinaires, sont des gros cailloux, ils ne sont pas assez gros pour être
sphériques, hein, donc dans la forme mécanique, ben, ils peuvent faire jusqu'à 200 km, hein, par exemple. Pourquoi c'est dommage ce type de propriété? Parce que ce sont les futures mines de l'espace, parce que ces astéroïdes contiennent tous les matériaux terrestres, les matières premières, etc. Et ces matières premières, certaines matières rares, s'épuisent à la surface de la Terre. En plus, les éléments lourds, on trouvait au centre de la Terre, en surface, on en trouve au moins. Mais les astéroïdes, eux, ils n'ont jamais fondu dans leur histoire. Donc les éléments, ils se trouvent partout, y compris en surface. Donc on se dit, mais un jour, ce sera plus rentable d'aller gratouiller la surface des astéroïdes. On fait des grands vaisseaux spatiaux, on des robots, évidemment, hein, qui vont ramener des dizaines de kilogrammes, quelques tonnes, et on aura du cobalt, du tungstène, des terres rares, de l'or, etc., toutes les matières qui s'épuisent sur Terre. Et ce qui, il y a quelques années encore, paraissait un projet utopique de science-fiction, commence à se réaliser parce qu'on a compris que parmi tous ces astéroïdes-là, si je reviens légèrement en arrière, la plupart ils sont entre Mars et Jupiter, ils sont un peu loin. Mais comme vous voyez ici, il y a des petits points qui sont là. Ça veut dire que les astéroïdes qui ont quitté leur trajectoire habituelle à cause de perturbations gravitationnelles, qui tournent autour du Soleil selon des orbites comme ça. Au lieu de tourner en cercle ou en ellipse comme ça, ils tournent sur des orbites allongées. Donc, en tournant comme ça veut dire qu'ils traversent de temps en temps l'orbite de la Terre. On les appelle des géocroiseurs. Alors, l'origine de collision est extraordinairement faible. On étudie ça, mais on sait qu'il y a eu des extinctions massives dans le passé dû à des chocs astéroïdaux, mais pour l'instant, rien ne nous menace. Donc, en fait, c'est plutôt la bonne nouvelle des astéroïdes, c'est que, passant près de la Terre, pendant le voyage de la Lune, alors, c'est pas compliqué d'aller effectivement les exploiter. Et donc, il y a déjà des sociétés industrielles, des startups, aux États-Unis notamment, qui commencent déjà, non pas à exploiter, mais à élaborer toute une série de processus pour que, à l'horizon 2030-2040, on commence réellement à exploiter le potentiel extraordinaire, le potentiel économique extraordinaire des astéroïdes. Pose d'ailleurs un certain nombre de questions juridiques non résolues. À qui appartiennent les astéroïdes? Est-ce que c'est le premier arrivé, le premier servi? Bon. Alors pour faire la transition avec le monde des étoiles, lequel nous allons rentrer maintenant, il y a le sujet brûlant des exoplanètes. Alors les exoplanètes, comme le nom l'indique, c'est des planètes qui sont en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil. On appelle aussi planètes extrasolaires, finalement on a fini par nommer plus simplement exoplanètes. Et donc on a compris, on soupçonnait depuis l'époque de Galilée et de Kepler qu'il devait y avoir des planètes autour d'autres étoiles, mais simplement on n'avait pas les moyens de le prouver. Et ce n'est qu'à la fin des années 90, 1990 seulement, une vingtaine d'années après, que l'on a enfin les moyens de mettre en évidence des planètes extrasolaires, et on sait aujourd'hui que c'est la norme, que c'est la règle. Autour de toutes les étoiles, il y a des planètes, effectivement. Et on va s'intéresser plus particulièrement à ce qu'on va appeler des exotères, c'est-à-dire pas d'énormes planètes géantes gazeuses comme Jupiter, mais des planètes de type terrestre qui pourraient avoir, et situées en plus dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité autour de l'étoile, c'est-à-dire ni trop près ni trop loin, de façon à ce qu'on puisse avoir éventuellement un système océan-atmosphère, donc avec de l'eau à l'état liquide. Et là encore, effectivement, on a découvert déjà plusieurs exotères dans le voisinage proche du Soleil, ce qui signifie qu'il y a des milliards et des milliards d'exotères dans l'univers. Voilà. Ah, c'est pas parce qu'elles ont des conditions d'habitabilité qu'elles sont habitées. Et ça, on est évidemment on est dans le pari. Saura-t-on un jour à distance si les exotères sont habités? Il y a la possibilité d'une signature chimique du vivant à travers la composition des atmosphères planétaires. Voilà. Si vous prenez la composition des atmosphères des planètes du système solaire, vous trouvez que la composition de l'atmosphère de la Terre a une singularité par rapport aux autres. C'est qu'il y a présence en fait, de molécules de vapeur d'eau et surtout d'oxygène. Oxygène à la fois sous la forme ordinaire, dioxygène, et sous la forme de l'ozone. Et ça, les biochimistes ont dit que c'est une caractéristique du vivant. C'est parce qu'il y a du vivant à la surface de la Terre, les plantes, les arbres, etc., qu'il y a de l'oxygène. Et on se dit que c'est une signature du vivant à distance. Et donc l'un des projets, c'est à terme d'embarquer des télescopes dans l'espace qui seraient capables de mesurer la composition chimique des atmosphères, des planètes extrasolaires. Si un jour on trouve cette combinaison dioxyde de carbone, CO2 qui est présent partout, mais avec de l'oxygène et de la vapeur d'eau, ces planètes sont habitées. On ne saura pas par quoi, par quel type de forme de vie, mais on saura que la vie existe bel et bien sur ces planètes-là.
Donc, sur cette question fondamentale de la vie ailleurs dans l'univers, qui avait été déjà posée il y a plus de 2000 ans à l'époque des Grecs, notamment par les philosophes atomistes comme Démocrite et Épicure, qui ont écrit de très beaux textes sur la pluralité des mondes. Après, vous savez que ce sujet a été interdit pour des raisons théologiques par l'Église, puisque Giordano Bruno a été brûlé en vif en l'an 1600 à Rome pour avoir réaffirmé la pluralité des mondes habités. Aujourd'hui, c'est plus cool quand même, évidemment. Mais donc, voilà, la question est voilà, et c'est la vieille question, et peut-être en passe d'être résolue dans les prochaines années, ou au pire, prochaines décennies. Bien. Ici, vous voyez un cliché astronomique, où on voit des étoiles de différentes couleurs, réparties dans des groupements plus ou moins serrés. Alors, les couleurs des étoiles nous apprennent déjà quelque chose sur ces étoiles-là. Par exemple, vous voyez des étoiles bleues, en général, elles sont jeunes et chaudes. Quand vous voyez des étoiles rouges, orangées, elles sont vieilles et moins chaudes. Et puis les étoiles jaunes, c'est des étoiles de type solaire, c'est-à-dire à mi-chemin de leur vie. Les étoiles, quand on voit des clichés comme ça, on voit du noir entre les étoiles. Encore plus quand on regarde le ciel, quand il est dégagé évidemment, on voit du noir entre les étoiles. On dit, mais qu'est-ce que c'est ce noir? Est-ce que c'est du vide? Est-ce que les étoiles sont dans un néant? Pas du tout. Les étoiles baignent en fait dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire, que l'on ne voit pas à l'œil parce que ça émet trop peu de lumière, mais avec un grand télescope et avec un long pont de pause, on voit apparaître le rayonnement du milieu interstellaire, et ça donne ces images absolument magnifiques que l'on voit aujourd'hui sur Internet, de ces régions dans notre galaxie qui sont en fait, qui mélangent à la fois des grands nuages de gaz, froid, les étoiles, qui sont des condensations de ce nuage, et puis des zones obscures qui sont des poussières galactiques qui absorbent le rayonnement. Et on est aujourd'hui capable finalement de retracer toutes les étapes de la formation des étoiles, de leur évolution et de leur fin. On peut appeler ça vie et mort, naissance ou mort des étoiles, même si ce ne sont pas des êtres vivants. Alors ça, par exemple, c'est une scène d'accouchement. C'est-à-dire que vous avez cette nébuleuse obscure, ici, à gauche, qui a donné naissance, il y a quelques dizaines de milliers d'années seulement, c'est presque pris sur le vif, à toute une portée de jeunes étoiles. Vous voyez, les étoiles qui sont là, sont nées comme ça, par condensation de cette matrice initiale. Alors qu'au début, la petite étoile, c'est une grosse sphère d'hydrogène qui commence à briller parce qu'elle se contracte sur sa propre gravité. Et puis l'étoile parvient à un stade, disons, un stade d'équilibre, on fait le stade adulte. Bon, voilà. À partir du moment où la température au centre atteint une certaine valeur, 15 millions de degrés, c'est la température à laquelle l'hydrogène, qui constitue l'essentiel de l'étoile, rentre dans une réaction de fusion thermonucléaire. Donc vous avez un énorme réacteur thermonucléaire qui va se développer au centre de l'étoile et qui va libérer une énergie extraordinaire, ce qui va faire briller l'étoile et la stabiliser en fait. Il va y avoir un équilibre entre l'énergie sortante et puis la tendance de l'étoile à se contracter sur sa propre gravité. Donc c'est comme ça que fonctionne l'essentiel des étoiles, c'est comme ça que fonctionne notre Soleil depuis 4,5 milliards d'années, puisque tel est l'âge du Soleil. Oui, mais tout ça a une fin, évidemment, parce que le carburant finit par s'épuiser. Donc qu'est-ce qui se passe quand le carburant commence à s'épuiser? Eh bien, en fait, l'étoile ajuste sa structure et elle commence à gonfler, à se dilater. Elle se transforme en ce qu'on appelle une étoile géante rouge. Géante parce que son volume augmente énormément. Vu de loin, sa température de surface va diminuer, elle va plutôt virer au rouge. On observe déjà dans l'univers beaucoup d'étoiles parvenues à ce stade-là. Pour notre Soleil à nous, ça se produira dans 4 à 5 milliards d'années. Parce qu'on a des théories assez efficaces sur l'évolution des étoiles. Donc dans 4 à 5 milliards d'années, évidemment, le destin de la Terre est lié au destin du Soleil. Donc ça, c'est une infographie, un montage qui montre le volume occupé par le futur Soleil dans 4 à 5 milliards d'années, et vous voyez qu'il englobe l'orbite de la Terre. Donc la Terre, si elle est toujours là, dans 4 à 5 milliards d'années, circulera dans les couches extérieures du Soleil, il faudra à peu près 1000 degrés, donc évidemment la Terre fondra. On l'aura quitté bien avant, bien entendu. Alors après, bon, puis la Terre, on va s'intéresser aux étoiles maintenant. Alors voici un cliché astronomique qui montre une étoile moribonde, après la phase de géante rouge. Les couches extérieures de l'étoile finissent par se diluer dans le milieu interstellaire, et cette magnifique couronne lumineuse s'épée l'enveloppe de l'atmosphère élargie de la géante rouge. Et le point de brillant central que vous voyez, c'est le réacteur nucléaire qui va peu à peu s'éteindre, se contracter, et donner naissance à un résidu compact qui va rester au centre de l'étoile, qui est essentiellement en fait un résidu fait de carbone,
parce que les réactions thermonucléaires ont transformé l'hydrogène en hélium, puis l'hélium en carbone, et ça s'est arrêté là. Vous avez une étoile de carbone, qui est le noyau de l'étoile, qui va se contracter, qui va devenir extrêmement dense, puis elle va se refroidir. Donc cet objet qu'on appelle initialement une naine blanche va devenir une naine noire, mais faite de carbone. Ce carbone va se cristalliser, et à terme, ça va devenir du diamant. Un diamant à très haute densité, mais c'est la structure du diamant. Donc vous imaginez que 90% des étoiles de l'univers qui connaissent cette histoire-là, à terme, vont fabriquer des diamants de la taille d'une planète. Vous n'avez pas trop, mesdames. Elles ne sont pas encore formées, et de toute façon, on ne peut pas les porter au cou, puisque c'est quand même, c'est pas, même si c'est la même structure que le terrestre, c'est une structure très complexe. Bien. Alors maintenant, objet plus fascinant encore, c'est des étoiles suffisamment massives pour connaître une évolution plus poussée et une mort plus spectaculaire. Cette évolution plus poussée est due au fait que les masses sont plus importantes, les pressions plus importantes, les températures sont plus importantes, et les réactions nucléaires continuent à se faire par fusion successive jusqu'à fabriquer un noyau de fer. Et une fois qu'un noyau de fer est fabriqué dans le cœur de l'étoile, il y a l'équivalent d'un véritable infarctus, c'est-à-dire le noyau de fer va brutalement s'effondrer sur lui-même, va former un deuxième type de résidu incroyablement compact que l'on appelle une étoile à neutrons. C'est une boule de 10 km de rayon, à peine qui a la masse d'une étoile. Donc un truc incroyablement rigide et solide, à tel point que si on pouvait recueillir un dé à coudre de la masse, de la matière d'une étoile à neutrons, le dé à coudre sur Terre pèserait la masse d'une montagne. Donc vous imaginez, vous mettez le Mont Blanc dans un dé à coudre, vous avez l'idée de la densité de matière qu'il y a dans ces résidus. Et donc, sur ce résidu compact, les couches des étoiles, dans le premier temps, les couches gazeuses tombent à grande vitesse et rebondissent, et ça fait une gigantique explosion que vous voyez là, qui est une explosion de supernova. Voilà. Donc on voit l'étoile, la matière de l'étoile déchiquetée par une explosion. Alors cette supernova-là, en fait, le début de l'explosion a été vu à l'œil nu par l'astrologue de l'empereur de Chine en 1054. Donc c'est une supernova toute jeune, elle a à peine 1000 ans, et on continue à voir la bombe thermonucléaire explosée dans l'espace. Mais au-delà de ce côté spectaculaire et magnifique, qu'est-ce que nous apportent les supernovas? Elles nous apportent quasiment tout. C'est-à-dire que ce sont les supernovas qui fabriquent les atomes dont nous sommes constitués. Justement, par toutes ces réactions thermonucléaires, ces fusions successives, tous les atomes que nous connaissons et qui nous constituent ont été forgés dans ces étoiles qui ont explosé. Alors ça, par exemple, c'est un cliché d'une supernova plus ancienne, dont on voit juste une petite partie de la couronne en expansion, qui va agir comme un bulldozer, comme je l'ai dit, et comme, pour revenir à un scénario de formation du système solaire, lorsque ce bulldozer a rencontré un nuage froid, ça va déclencher son effondrement. Mais en plus, qu'est-ce qu'il y a dans ces vestiges gazeux? Eh bien, il y a toute la chaîne des éléments chimiques que vous voyez là. Et donc, la mort des étoiles, par contre, va féconder les générations futures d'étoiles. Ce qui a fait dire donc nous sommes poussière d'étoiles, ce n'était pas de la poésie, c'était la bonne astrophysique. Comprendre que les atomes dont nous sommes constitués ont été fabriqués par la supernova quadriculée qui a été à l'origine de notre système solaire, qui avait fabriqué ces éléments, qui les a injectés dans ce qu'on appelle notre nébuleuse présolaire, et ça se retrouve partout, dans nos chairs, dans nos corps, dans notre sang, dans les objets qui sont là. Nous sommes donc poussière d'étoiles. Il a fallu comprendre cela, ce n'est que dans les années 1950, 1960, 70 qu'on a commencé à comprendre l'origine de ces atomes-là. Et pour dire un mot supplémentaire sur ces objets fascinants que sont les étoiles à neutrons, donc au centre du vestige de cette explosion de supernova, il existe donc une étoile à neutrons que l'on a détectée sous forme d'un objet étonnant qu'on appelle un pulsar. Voilà. Donc en fait, c'est un agrandissement, croyez-moi sur parole, c'est cet objet-là qui est l'étoile de neutrons résiduelle de cette explosion-là. Et je ne résiste pas au plaisir, dans ces interactions qui me sont chères entre les recherches de pointe et les disciplines artistiques, bon, je pratique certaines, notamment la musique, je ne résiste pas au plaisir de mentionner l'utilisation de vitesse de rotation de tout ça, qui fonctionne comme un véritable métronome cosmique, pour faire de la musique. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose, je vais vous faire écouter un rythme de pulsar. Alors attention, ce n'est pas un son qui se propage dans l'espace. Ce qui se propage dans l'espace, c'est uniquement les ondes radio. Il se trouve que les grands radiotélescopes qui détectent ces ondes radio convertissent en signal électrique, un peu comme
l'aiguille des anciens tournevis sur le sillon du vinyle. Donc on peut amplifier le signal, améliorer le rapport signal sur bruit et le placer dans la gamme auditive on entend quelque chose. On entend la vitesse de rotation de l'étoile de neutron. Pourquoi on entend un battement régulier? Parce que l'étoile de neutron tourne sur elle-même en émettant son énergie sur forme de deux pinceaux lumineux qui balayent l'espace un peu comme un phare, le faisceau d'un phare. Voilà. Et donc à chaque fois qu'on a un radiotélescope qui reçoit le faisceau, on a un signal électromagnétique. Voilà. Donc convertir en son, ça fait quelque chose qui ressemble à ça. Un battement extrêmement régulier. Vous en avez 11 par seconde, parce que ici, dans ce cliché-là, le vestige de cette explosion de supernova, qui est invisible en fait dans ce cliché-là, donc ce pulsar-là, tourne encore 11 fois par seconde sur lui-même. Chaque battement, c'est une rotation complète. Voilà. Et puis il y a d'autres pulsars qui émettent des rythmes différents. Et au début des années 90, j'ai eu la chance donc, de collaborer à la création d'une œuvre musicale avec le grand compositeur Gérard Grisé, qui s'appelle Le Nord de l'Étoile, avec une partition écrite pour 6 percussionnistes humains et 2 guest stars. Au sens propre du terme, ce sont 2 pulsars qui sont invités à jouer dans le concert et à interagir avec la musique des hommes. On les astres quand des hommes unis dans une œuvre, dans une création artistique. Reste maintenant le troisième cas le plus fascinant, des étoiles hypermassives, dont vous en avez eu ici dans notre galaxie et qu'on en est à court terme. Nos théories de la physique actuelle disent que le cœur de ces étoiles, lorsqu'il s'effondre, on ne peut pas être arrêté par une résistance de la matière et va former le plus extravagant, le plus fascinant, le plus extravagant de l'astrophysique, qui s'appelle un trou noir. Mais c'est bien ce qu'il faut comprendre le trou noir. Il faut quitter le champ de la physique traditionnelle, la physique classique, de Galilée et de Newton. Il faut passer à cette physique un peu plus complexe, qui est la théorie de la relativité générale, qui fait intervenir en fait une courbure de l'espace-temps pour remodéliser les phénomènes de gravitation. Donc de façon très très rapide, parce que je vois que je prends beaucoup de temps, peu de temps de regarder tout ça, c'est un petit peu comme si la structure de l'espace-temps dans lequel nous vivons était élastique, comme si je prenais un morceau de tissu élastique, et plus fois dans la démonstration, je le fais parfois, mais là je n'ai pas amené dans mon sac cette démonstration, j'ai un morceau de résine, je prends la résine, je mets les boules dedans, vous avez une courbure. Puis au plus la boule est dense et massive, au plus la courbure est importante. Je dis, à un moment, vous avez en fait une bille tellement massive qu'elle va creuser pratiquement un trou dans le résine, après ça va créer un puits de gravité. Le puits de gravité, c'est ça le trou noir. Le puits de gravité, c'est une zone de l'espace où la courbure est tellement importante à cause justement de la masse qui est concentrée, que si vous rentrez si vous franchissez le bord du puits, qui n'est pas une surface solide, hein, c'est juste une zone géométrique, c'est une zone de non-retour. Et vous êtes capturé, vous tombez au fond du puits, vous ne pouvez pas en sortir. Même si vous êtes un rayon lumineux. C'est ça donc, la définition relativiste des trous noirs. Voilà, qui a été beaucoup étudiée tout au long du XXe siècle. Alors donc voilà, par construction, le trou noir c'est un objet invisible. Donc évidemment, on se dit comment on va faire pour les détecter. Moi je me souviens, après ma formation de mathématicien, je débarque à l'Observatoire de Paris, de jeune chercheur, je vois bien que les astronomes qui sont autour de moi ne croient pas vraiment encore à l'existence du trou noir, même s'ils ont été étudiés théoriquement sur le papier selon des équations mathématiques. Moi je me dis, mais alors comment convaincre un petit peu que le trou noir existe bel et bien? Alors c'est pas les trous noirs tout seuls qu'on va voir, parce que le trou noir isolé, on ne voit rien par construction, mais le trou noir va être entouré de matière. Par exemple, il va y avoir un disque de gaz autour. Situation astronomique normale. Ou si vous avez un gros trou noir, on verra qu'il y a des gros trous noirs géants, vous avez des étoiles autour. Moi, si on va réfléchir, c'est ça la modélisation du physicien théoricien, il va dire, bon, je prends une hypothèse de départ plausible, on va un trou noir entouré d'un disque de gaz, qu'est-ce qui va se passer autour? Donc on met ça en équation. On va calculer comment se comporte le disque de gaz qui va tourner autour, qui va se chauffer, qui va émettre différents types de radiations, etc. etc. Voilà. Et à la fin des années 70, je me suis posé la question, en fait, le terme de trou noir a existé depuis une dizaine d'années, et je me suis dit, mais à quoi ça ressemblerait vraiment un trou noir, entouré d'un disque de gaz? Le jour où soit on a un télescope gigantesque pour le voir, ou alors, comme je lis la science-fiction à l'époque, le jour où on se baladerait dans l'espace avec un vaisseau spatial, comme on a vu dans la science-fiction, et on s'approcherait d'un trou noir. Qu'est-ce qu'on verrait? Donc la question c'est, à quoi peut ressembler réellement un trou noir? Alors je vais revenir sur cette image-là, parce que vous voyez, ça c'est en fait un article qui est paru très récemment, il y a quelques mois, dans la presse
anglo-saxonne, à quoi ressemblerait réellement le trou noir. Puis il y a marqué dessous, un dessin daté de vieux de 39 ans suggère ce que bientôt le grand télescope, de vous dire un mot, va obtenir comme image, c'est-à-dire la vraie forme d'un trou noir. Voilà. Et ce dessin en question, en fait, c'est l'un de mes premiers résultats scientifiques que j'ai publié en 1979. C'est-à-dire j'ai calculé par l'ordinateur, en haut, cette image-là, c'est l'image de l'aspect d'un trou noir entouré d'un disque de gaz, en tenant compte, c'est un calcul mathématique, reconstitué donc par l'ordinateur, entouré d'un disque de gaz, avec des déformations optiques, ça ne ressemble pas du tout aux anneaux de Saturne par exemple, parce qu'il y a des déviations de rayons lumineux, qui vous permettent de voir la totalité du disque d'air. Il n'y a pas de partie cachée derrière le trou noir. Et en plus, si vous regardez bien, vous avez ici une deuxième image, une sorte de halo lumineux qui entoure le trou noir lui-même qui est là. Et bien, c'est l'autre côté du disque que l'on voit en même temps. Où il y a à la fois pile et face d'un objet à cause de la déformation extrême de l'espace-temps. Et enfin, un phénomène important, c'est que vous voyez une asymétrie de l'intensité lumineuse. Ici, c'est beaucoup plus brillant qu'ici, tout simplement parce que le disque de gaz tourne à grande vitesse, et il y a un effet de la physique connue, c'est l'effet Doppler, qui dit que vous avez une source de lumière qui se rapproche de vous, la lumière est augmentée, le flux que vous recevez est augmenté, quand ça s'éloigne, c'est dilué, j'explique donc la symétrie. Voilà, donc ça c'est le premier calcul numérique, j'ai publié en 1979. Après, les ordinateurs beaucoup plus sophistiqués ont commencé à mettre des couleurs, à mettre des animations. Donc ça, c'est un de mes camarades, qui avait calculé cette image, un peu plus précise, un peu plus fine, avec des couleurs. Alors, je suis sûr que certains d'entre vous, en particulier les jeunes, vous avez été allé voir en 2014 le film de science-fiction qui s'appelle Interstellar, qui raconte une histoire notamment d'exploration de l'univers en utilisant le trou de verre, peut-être le passage permis par les sons de trou noir. Et dans ce film-là, il y a des simulations numériques, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des vues d'artistes, des vrais calculs mathématiques qui ont été faits qui ont été dirigés par une équipe de 200 spécialistes de l'imagerie, mais dirigés par un de mes collègues astrophysiciens, qui s'appelle Kip Thorne, qui est un astrophysicien spécialiste des trous noirs, qui au demeurant d'ailleurs depuis a eu le prix Nobel de physique, le dernier prix Nobel de physique il y a un mois, grâce également à son travail sur les ondes gravitationnelles. Alors pour l'anecdote, vous voyez d'abord que l'image obtenue, qui est montrée dans Interstellar, ne ressemble pas tout à fait à la mienne. Alors quelle est l'image la plus juste? Parce que celle-là, elle est bien léchée, elle paraît très très graviste, etc. Alors pour l'anecdote, Gibson m'écrit un petit mail en octobre 2014, avant que le film ne paraisse, il me dit Jean-Pierre, si jamais tu vas voir le film Interstellar, donc j'ai été conseiller scientifique, ne te fâche pas si tu vois que l'image ne ressemble pas à ton calcul de 1979, parce que moi je voulais mettre évidemment tous les effets que tu avais mis, et notamment la symétrie du flux de lumière dû à la rotation du disque, et quand j'ai présenté ça à mon réalisateur Christopher Nolan, il a dit non, les spectateurs ne comprendront rien. Donc du coup, on a une image uniforme, la luminosité est uniforme, et donc cette image très léchée par rapport à des ordinateurs un million de fois plus puissants que je j'avais utilisé à l'époque, elle est moins précise physiquement que ce que j'avais calculé à cette époque-là. Voilà. Et en fait, notre collaborateur, ça c'est une image vue dans le plan équatorial, avec Jean et Marc, nous avions déjà calculé ce type d'image, et voilà l'image réaliste, la plus réaliste, qui correspondait en fait au film Interstellar. Il existe des trous noirs géants maintenant. Ces trous noirs géants, c'est des trous noirs qui ont des masses de plusieurs millions, plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, et ceux-là se trouveraient au centre des galaxies. Alors par exemple, au centre de notre Voie lactée, on suspecte fortement, on a aujourd'hui la quasi-certitude, qu'il y a un gros trou noir. On le sait parce qu'on analyse depuis 30 ans les mouvements d'étoiles. Vous voyez ici dans cette petite animation à droite, et en analysant depuis 30 ans les orbites, les trajectoires de ces étoiles, les vitesses anormalement élevées, on déduit qu'il y a au centre de la galaxie un trou noir invisible évidemment, mais qui accélère les mouvements de ces étoiles, et on a pu estimer la masse de ce trou noir à 4 millions de fois la masse du Soleil. Alors c'est 25 millions de kilomètres. Bon, c'est pas mal pour un trou noir, c'est gros, 25 millions de kilomètres. Sauf que, alors il est tellement gros qu'on peut le voir, et oui, mais sauf que c'est à 30 000 années-lumière. Et à 30 000 années-lumière de distance, un truc de 25 millions de kilomètres, ça équivaut à peu près à la taille d'une pièce de 1 euro sur la Lune. On n'a pas de télescope ordinaire, en tout cas, optique ou autre, capable d'avoir cette résolution-là. Oui, mais alors voilà, il y a un événement drôlement intéressant, ça fait partie des bonnes nouvelles de l'univers. En 2017, on a eu l'idée d'utiliser un réseau de radiotélescopes
qui sont répartis un petit peu partout sur la surface de la planète. Il y en a en Antarctique, au Groenland, en Europe, à Hawaï, aux États-Unis, etc., etc. Et avec les ondes radio, on peut faire un truc génial, c'est on peut combiner les ondes radio ensemble pour avoir l'équivalent d'un radiotélescope unique qui est à la taille du réseau. Donc avec ça, on a un télescope, on l'a appelé Event Horizon Telescope, parce que le but, c'est d'obtenir un réseau de télescopes tellement grand pour avoir la résolution suffisante pour observer le trou noir galactique. Donc les images ont été prises en 2017, elles sont en train de calculer ensemble, combinées dans un supercalculateur, et on les attend pour le début 2018. Et je suis très confiant de savoir que l'on va trouver quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire une partie extrêmement brillante, qui est la partie du disque avec pression qui se rapproche de nous. C'est l'image que j'ai calculée en 1979. Plutôt excitant, effectivement, de voir que presque 40 ans après, la réalisation, finalement, de ce qu'on avait calculé. Alors je me suis beaucoup amusé avec les trous noirs, notamment parce qu'il y a une composante ludique très importante également dans la recherche scientifique, qu'on est un théoricien. Je me suis amusé après, je me suis posé la question plausible. Il y a un gros trou noir au centre d'une galaxie, donc il va y avoir forcément des étoiles qui vont passer dans l'éclairage. Qu'est-ce qui va se passer lorsque une étoile va frôler le trou noir sans tomber dedans? Alors c'est une animation extrêmement naïve et simplette par rapport au calcul que j'avais fait à l'époque, mais j'avais tout simplement calculé, le collaborateur, que l'étoile était aplatie dans le plan de son orbite, sous forme d'une crêpe gazeuse. Puis après, ça finissait par rebondir et exploser en faisant une grande flambée de rayonnement. J'avais appelé ça les crêpes stellaires flambées. Voilà. Ben, ça marche très bien, parce qu'en fait, quelques années plus tard, les télescopes ont commencé à détecter effectivement des flambées de rayonnement se déroulant au cœur des galaxies lointaines. Et aujourd'hui, maintenant, on l'observe chaque semaine. Voilà. Les crêpes stellaires flambées qui explosent un peu partout dans l'univers, simplement parce qu'il y a beaucoup de trous noirs, de gros trous noirs, au centre de toutes les galaxies. Le processus se passe bel et bien. Et puis, toujours pour finir avec le trou noir, il nous restera 10 minutes pour la cosmologie, à peine, le phénomène extraordinairement important des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, c'est une prédiction incontournable de la relativité. Il nous dit que non seulement un objet massif va courber l'espace-temps, vous imaginez, vous vous souvenez, en analogie du tissu élastique, si en plus la masse bouge, eh bien, la courbure va se propager à l'extérieur, un petit peu comme si vous agitez un bâton à la surface d'un étang, vous avez des ondes concentriques qui se propagent vers l'extérieur, eh bien, vous allez avoir également, éventuellement, donc, ces ondulations de courbure qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Donc, elles sont prédites depuis un siècle. Le problème, c'est que leur amplitude est incroyablement faible. Et donc, il a fallu le miracle de la technologie pour construire des détecteurs d'ondes gravitationnelles, dont vous en avez deux ici, qui étaient aux États-Unis, qui s'appelaient LIGO. Voilà. Eh bien, un événement magnifique s'est produit en 2015. Les théoriciens avaient calculé à l'avance à quoi pourrait ressembler le signal gravitationnel, l'amplitude de l'onde gravitationnelle, au moment d'un processus qui serait la fusion de deux trous noirs. Vous avez des couples de trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, qui perdent un petit peu d'énergie en émettant des ondes gravitationnelles et finissent par fusionner en un trou noir unique. Donc les théoriciens mettent ça en équation et calculent à quoi devrait ressembler le signal gravitationnel. La phase de spirale, le trou noir se rapproche, la phase de fusion, où l'essentiel du signal gravitationnel est émis, puis la phase de stabilisation. Bien. Et regardez ce qui s'est passé dans les détecteurs LIGO au mois de septembre 2015. Voilà. Les objets se rapprochent et vont finir par fusionner en un objet unique. Et pendant le centième de seconde de la fusion, l'essentiel de l'énergie gravitationnelle a été émise. On a aujourd'hui de nouvelles fenêtres d'observation de l'univers, ces détecteurs d'ondes gravitationnelles, puisque depuis, donc, on arrive à faire fonctionner 3 détecteurs, deux aux États-Unis et un en Europe, qui permettent en plus de trianguler, de voir exactement où s'est passée la fusion de deux trous noirs. Et on commence à en avoir beaucoup maintenant, et on apprend des choses extraordinaires que les ondes électromagnétiques ne nous apprendraient pas. Et c'est une mise en évidence directe des trous noirs. C'est plus une signature indirecte, mais une signature directe de la fusion de deux trous noirs, parce qu'eux seuls sont capables de produire ce type de signal gravitationnel. Dernière chose sur les trous noirs, qui je sais fascine beaucoup de jeunes et d'adolescents, parce que c'est beaucoup utilisé dans la science-fiction, c'est une hypothèse mathématique sur la forme de l'espace engendré par les fondements gravitationnels de l'étoile formant le trou noir. C'est qu'au lieu que le fond du puits soit bouché, que le trou noir donc, est un fond d'une certaine façon dans lequel la matière et l'énergie s'accumulent, il y a une hypothèse mathématique qu'il y a cette structure un peu bizarre qu'on a fini par employer un trou de verre qui en haut correspondrait à la formation d'un trou noir et en bas
à l'éjection, en fait, le transit de la matière et de l'énergie à travers cette distorsion de l'espace, à travers une sorte d'antitrement qu'on appelle une fontaine blanche, qui ressortirait ailleurs dans l'univers. Et donc, c'est une hypothèse mathématique, une solution possible des équations de relativité. On ne sait pas si l'univers le réalise réellement, mais ce serait fascinant parce que dans ces conditions-là, on aurait de véritables raccourcis pour aller d'un point à l'autre de l'univers. Évidemment, ça fait arriver tout de suite au voyage de l'univers-espace, le rêve de la science-fiction. Si on est limité par la vitesse de la lumière, ça je pense que c'est une loi de la physique absolue que l'on ne dépassera jamais. Voilà. Donc si on ne trouve pas un moyen astucieux, on restera coincé toujours dans les parades du système solaire, parce que les étoiles sont à des dizaines, centaines de milliers de lumière, ne parlons pas des autres galaxies, donc on ne pourra jamais y aller. Sauf s'il y a ces raccourcis-là. Parce que pour aller de A à B, dans l'espace normal, si A et B sont séparés de 20 années-lumière, par exemple, ben c'est décourageant, c'est très loin, on n'ira jamais. Et s'il y a un trou de verre empruntable entre les deux, sans danger, et qu'on puisse le traverser, eh bien on peut y aller, par exemple, pendant un jour, sans avoir dépassé la vitesse de la lumière. Donc ce serait absolument génial. On aurait enfin un moyen d'explorer l'univers à grande échelle, de l'explorer physiquement, au lieu d'en recevoir passivement les informations. Donc c'est le rêve, effectivement, de la science-fiction, de voyager dans l'hyperespace. Bien. Je vais accélérer maintenant pour ne pas trop empiéter sur mon temps de parole. C'est en plus la partie la plus spectaculaire en principe. L'univers à grande échelle, l'univers avec des plans. Alors je vous ai dit que l'univers était rempli d'un grand nombre de galaxies, et l'une des grandes découvertes, toutes sciences confondues du XXe siècle, c'est de s'apercevoir qu'en fait, toutes les distances entre les galaxies, à une certaine échelle augmentent au cours du temps. Et l'interprétation de ça, c'est que c'est l'espace lui-même qui les contient, qui est en expansion. C'est le tissu même de l'espace, selon les lois de la relativité générale, qui au cours du temps est en expansion et sépare les objets entre eux. Donc, vu depuis la Terre, on a l'impression, parce que c'est vrai, que les galaxies s'éloignent du nous. C'est pas parce qu'elles bougent vraiment, c'est l'espace qui nous en sépare, qui lui se dilate au cours du temps. Donc il n'y a pas de centre d'expansion, il n'y a pas de bord d'expansion, c'est partout pareil dans l'univers. Alors ces choses-là datent des années 1930, cette idée donc, de l'univers en expansion. Et puis, en fait, l'exploit majeur intellectuel a consisté à dire que non seulement c'était l'univers, l'espace à expansion qui expliquait les éloignements apparents des galaxies, mais en remontant le film à l'envers, les fondateurs du Big Bang, qui s'appellent en fait Alexandre Freeman et Georges Lemaître, on se dit, mais en remontant à l'envers dans le passé, ça veut dire que les objets, au contraire, ils étaient toujours plus proches, jusqu'à ce qu'ils fusionnent en une masse quasiment unique. C'est le début de l'univers, qu'aujourd'hui on appelle le Big Bang. Donc dans ce schéma-là, on part d'une configuration initiale extraordinairement chaude et dense, par un point évidemment, ça c'est une absurdité physique, mais en tout cas l'univers extraordinairement concentré. Il y a le Big Bang qui fait se dilater l'espace, et après toute l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de refroidissement, d'une dilution et de la formation de grumeaux à partir de la soupe initiale. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'incompréhension évidemment sur ce qu'est réellement le Big Bang. Ce n'est pas une explosion évidemment qui se produit à un point de l'espace, etc., etc. Donc ici, ce sont les trois courbes qui ont été calculées déjà dans les années 1930. Ce sont les trois évolutions possibles de l'univers selon le modèle du Big Bang, avec une courbe numéro 1 qui a un modèle de l'univers en expansion-contraction, qui commence dans un Big Bang décidé en Big Crunch. Les deux courbes qui suivent sont des modèles d'expansion perpétuelle, mais avec un cas particulier où on a une accélération de l'expansion de l'univers. On sait aujourd'hui que nous sommes sur la branche montante, puisqu'on voit que l'univers est en expansion. Dans tous les cas de figure, quand on extrapole le passé, il y a forcément l'idée d'un début de l'expansion qui va marquer le début du temps, en tout cas tel que nous pouvons le mesurer. Donc ce qu'on va appeler âge de l'univers, c'est le temps qui nous sépare aujourd'hui de ce début supposé de l'expansion. Et puis après, vous voyez que les futurs divergent entre un futur fini, même s'il est repoussé à quelques dizaines de milliards d'années, c'est quand même fini, ou un futur infini. Donc le sort, évidemment, est très différent. Là, on a les objets qui, à nouveau, refusionnent, deviennent très chauds, etc. Là, au contraire, on a en fait un espace qui se dilate perpétuellement, et une température moyenne qui tend vers zéro absolu. Toutes les étoiles s'éteignent, les trous noirs se forment, ils sont séparés par de gigantesques distances, etc., etc. C'est une sorte de mort froide de l'univers. Bien. Eh bien, jusqu'à ces dernières années, on n'avait pas de moyen expérimental de trier entre ces trois courbes, et puis on commence à avoir ces moyens-là grâce en fait à des instruments qui nous permettent de remonter quasiment à observer presque les conditions initiales de l'univers. Quand on connaît assez bien les conditions initiales de l'univers, on a une idée de son futur
à très long terme. Donc, ce qu'on appelle le modèle standard du Big Bang, c'est essayer de comprendre les différentes étapes de l'évolution, de la structuration de l'univers à partir de cette configuration initiale encore mal comprise. Je le répète, ça ne peut pas être un point. Il faut modifier la physique pour résoudre ce point. On met plutôt un point de détermination. Mais à partir de quelques fractions de secondes, on a de la bonne physique pour décrire ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je répète, c'est à partir d'une configuration très très chaude, très très dense, on a une expansion, donc une dilution, accompagnée d'un refroidissement et accompagnée de la formation de grumeaux. Bon, si vous froidissez une soupe très chaude, vous fabriquez des grumeaux. Pareil, le jeune univers, c'est une soupe primordiale à fabriquer avec des particules élémentaires et de la lumière mélangée, et en se refroidissant, il y a des structures qui sont apparues. Alors, le modèle standard de Big Bang nous dit que pendant les 1000 premières années, si on met le temps zéro au Big Bang, plus précisément pour 180 000 ans, la soupe était tellement dense que la lumière ne se propageait pas dans la soupe, donc elle était opaque. Et donc, on ne verra jamais cette partie de l'univers en rayonnement électromagnétique, quelle que soit la puissance de nos télescopes. Heureusement, l'univers est devenu transparent, donc ça c'est le domaine de l'astronomie. Et aujourd'hui, on a des instruments suffisamment puissants, suffisamment profonds, pour nous permettre de remonter dans le passé à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'origine de la lumière. La transition, c'est l'origine de la lumière, le fiat lux. Et j'en reviens à la carte que nous avons tout au début, je vous avais dit qu'elle demandait quand même quelques explications. On appelle ça le rayonnement fossile, puisque c'est aujourd'hui le vestige, le rayonnement résiduel de l'univers d'il y a 13,8 milliards d'années, qui a émis cette lumière pour la première fois quand il faisait 3000 degrés partout dans l'univers. Évidemment, avec le temps qui s'est écoulé, puis en plus l'expansion, heureusement, ça s'est refroidi. Un facteur 1000 à peu près. Aujourd'hui, on mesure la température du fond du ciel, qui est la température résiduelle, le rayonnement résiduel, et on appelle ça le rayonnement fossile. C'est dans le domaine des micro-ondes, c'est une lumière très froide évidemment, et on en fait des cartes. Donc ça, c'est la carte prise en 2003 par le satellite de la NASA, et ça, c'est la même carte prise de façon plus fine, dans une meilleure résolution, par un télescope européen, en 2013. Donc on a codé par des fausses couleurs les grumeaux de la soupe. C'est-à-dire, par exemple, on code les régions un peu plus denses et froides par les zones bleues. Voilà. Il y a un codage extrêmement sensible. Alors maintenant, pourquoi ces cartes qui ne nous plaît pas de mine par rapport aux images astronomiques, c'est quand même l'image la plus importante, j'avais obtenu, parce qu'à travers cette carte, on décode toutes les propriétés du jeune univers, notamment, comme on le montre cette animation pédagogique, on remonte, et c'est curieux parce qu'on ne marche jamais cette animation, j'ai réglé 3 fois, bon, tant pis. Normalement, on a une animation qui montre que l'évolution d'un grumeau, qui au cours du temps va fabriquer le grumeau va se condenser, et en quelques dizaines et centaines de millions d'années, il va fabriquer les premières générations d'étoiles, les premières galaxies, et ainsi de suite. Donc, en fait, cette carte-là nous montre les germes de tout ce qui va exister ailleurs dans l'univers. Ensuite, une analyse mathématique plus subtile, à laquelle j'ai beaucoup participé, parce que c'est une analogie avec l'analyse harmonique comme on peut faire en musique, étudie les corrélations entre les grumeaux pour remonter aux propriétés de ce qu'on peut appeler le tambour cosmique. Parce qu'évidemment, le jeune univers, il a vibré un petit peu comme un gigantesque instrument de musique, et une fois que les vibrations ont figé la répartition de la matière, vous pouvez décomposer ça en mode vibratoire fondamentaux pour remonter aux propriétés du tambour. Alors, donc les propriétés du tambour cosmique, c'est par exemple l'âge. L'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. Le contenu de l'univers, c'est-à-dire de quoi est fait l'univers pour vibrer de la façon dont ça fait la vibrer, vous pouvez me dire, vous m'avez dit qu'il y avait 1000 milliards de galaxies, donc l'univers est constitué de 1000 milliards de galaxies. C'est-à-dire la matière ordinaire et la matière lumineuse. Et aux surprises, on sait aujourd'hui que l'ensemble de toute cette matière lumineuse, vous imaginez 1000 milliards de galaxies avec chacune une centaine de milliards d'étoiles, n'ont besoin que 0,5%. C'est quasiment rien. Tout le reste de l'univers, c'est la matière noire énergisante. Alors il y en a des gens qui disent qu'ils sont complètement trompés, les astrophysiciens, c'est pas possible, etc. Mais non, pas du tout. C'est tout à fait logique d'avoir des formes de matière et d'énergie qu'on ne voit pas. Et on a des idées sur ce que c'est. Alors par exemple, il y a la matière noire, la matière sombre ordinaire, c'est-à-dire faite comme nous, mais comme les étoiles d'atomes. Simplement, ça ne brille pas. On sait qu'il y a un antifocus. On la voit pas directement, mais on mesure les effets gravitationnels. Donc on voit bouger la partie lumineuse et on en déduit la partie non lumineuse qui fait bouger ça. Un peu comme l'univers. Bien. Mais malgré tout, ça fait que 5%.
Alors on sait qu'il y a maintenant des formes de matière noire qui ne sont pas constituées comme nous d'atomes, avec des particules élémentaires. D'ailleurs, on en reconstitue certaines artificiellement, dans les grands accélérateurs, particules, etc. C'est la matière noire non atomique. Il y en a beaucoup plus que les matières atomiques. C'est-à-dire, nous sommes faits de on est fait de la poussière d'étoiles, c'est joli, mais en fait, c'est tout à fait marginal l'histoire de l'univers. L'univers n'a que faire dans son évolution et sa structure de la matière dont nous sommes constitués. Une belle notion de modestie aussi. Et puis, il manque encore les 2 tiers. Et ça fait partie des grandes découvertes de ces dernières années. Les 2 tiers, on nous donne un nom, ce qu'on appelle la dark energy, c'est-à-dire l'énergie noire ou l'énergie sombre. Et puis ces 2 tiers, ça joue le rôle prédominant sur l'évolution de l'univers, surtout que c'est une forme d'énergie, elle est antigravitante, elle est répulsive. Donc ça veut dire que l'espace rempli de cette énergie a tendance à accélérer sa vitesse d'expansion, et on en est aujourd'hui à considérer que le destin de l'univers, c'est plutôt cette courbe-là, avec une expansion qui s'accélère au cours du temps. Et cette accélération, pour essayer de comprendre ces accélérations, on fait enfin appel à l'autre pilier de la physique, qui est la physique quantique. La physique quantique nous dit que le vide a de l'énergie. L'énergie quantique est répulsive. Donc c'est un bon candidat pour expliquer l'énergie noire. Donc il se pourrait que le destin entier de l'univers soit gouverné essentiellement par l'énergie du vide, et non pas l'énergie de la matière. Donc ça fait partie des domaines de recherche les plus suivis actuellement. Alors après ça, j'arrive à la fin, on aimerait bien évidemment remonter encore plus loin, en direction du point d'interrogation. Alors par exemple, l'une des façons, on n'utilise pas directement, puisque un télescope ne peut pas se franchir ce mur, qui représente les pauvres d'opacité, si vous voulez, mais on a des moyens beaucoup plus astucieux. Je vous dis que les étoiles avaient fabriqué les atomes, mais à partir d'hydrogène et d'hélium qui étaient déjà constitués au départ. Donc ça veut dire qu'il faut expliquer la formation, ce que j'appelle les éléments les plus légers, antérieurement à la vie des étoiles. Et c'est le modèle du Big Bang qui les explique. Le modèle du Big Bang nous dit qu'au bout de 3 minutes seulement, l'univers a commencé à fabriquer les premiers noyaux des éléments légers, c'est-à-dire l'hydrogène, l'hélium. Et leurs isotopes, le deutérium, le tritium, etc. Voilà. Les modèles permettent de calculer exactement les proportions qui ont été injectées dans le jeune univers au bout de 3 minutes. D'autres modèles astronomiques disent que ces proportions n'ont plus changé au cours de l'histoire cosmique. Bon, l'astuce, c'est aujourd'hui de mesurer dans l'univers, que ce soit dans le Soleil, dans Jupiter, dans une galaxie lointaine, dans l'univers interstellaire, c'est la même chose, c'est la même proportion partout. On mesure les proportions de ces éléments chimiques et on compare avec la prédiction du modèle et ça marche extraordinairement bien. Donc c'est un test expérimental extraordinaire sur le modèle du Big Bang. Du coup, alors, on peut situer notre généalogie tout entière, la généalogie des atomes. Hein. Voilà, vous savez que le corps humain est composé essentiellement d'oxygène, du carbone, de l'hydrogène, d'azote, puis après des traces de tous les autres éléments. Donc, finalement, on retrouve dans le corps humain toute l'histoire de l'univers que je viens de vous raconter. Par exemple, les étoiles de faible masse, comme le Soleil, ont fabriqué le carbone et l'oxygène. C'est le Big Bang qui fabrique l'hydrogène. Et puis ce sont les étoiles plus massives comme les supernovas qui fabriquent les éléments plus lourds. Voilà. Donc on est le résultat de tout ça. Même si on ne joue pas un rôle dans l'histoire de l'univers, on est quand même le résultat de cette évolution cosmique, aussi à l'étoile, et ça du Big Bang. Et pour finir, eh bien, on utilise des accélérateurs de particules pour reconstituer les conditions de l'univers extrêmement primitif. Et aujourd'hui, grâce au grand collisionneur du CERN, on arrive à remonter à des conditions de l'univers remontant au premier 10 milliardième de seconde. Et ces prédictions sont vérifiées. Donc je dis, on a presque fini de travailler là, en 10 milliardième de seconde après le. Mais non, tout commence là. Parce qu'en fait, sur vraiment le point d'interrogation, il faudrait monter infiniment haut à l'énergie, ce qui n'était pas possible. Et là, on rentre dans le domaine maintenant, pour moi le plus fascinant actuellement, la recherche fondamentale, avec laquelle on fait fonctionner, on a plus l'instrument pour vérifier nos prédictions, et donc on fait fonctionner notre imaginaire physico-mathématique pour faire un modèle de l'univers très primitif. Et c'est là qu'intervient de façon essentielle la physique quantique, et notamment ce concept, j'aimerais le mentionner, l'énergie du vide. Voilà. L'énergie du vide quantique pourrait même en fait être à l'origine de notre univers. On va remplacer le point d'interrogation, en fait, parce qu'on va appeler des fluctuations de l'énergie du vide quantique. Bon, une métaphore, c'est comme un petit peu un océan extraordinairement turbulent. C'est un océan d'énergie, voilà, mais qui produit des fluctuations, des vagues, etc., et des gouttes, des cumes, ce genre de choses. Alors je vous montre une petite simulation numérique un peu simplifiée, qui montre en fait l'évolution du vide quantique.
Je vous montre le film au ralenti parce que la durée réelle du processus, vous la voyez en haut. Au ralenti, ça donne ça. Qu'est-ce que fait le vide quantique? Il est fondamentalement instable, oui, comme un océan turbulent. Il produit des vagues, des ondes, des creux, des vallées, des bosses, etc. Et bien, dans ce qu'on appelle le paysage cosmique, tenez-vous bien, certaines théories, je ne dis pas toutes, parce que là on est dans un domaine de recherche très spéculatif, certaines théories nous disent que chaque point de ce paysage, c'est un univers, un espace matière. Donc notre univers, donc je vous parle depuis 2 heures, j'espère que vous n'avez pas assez, ce n'est qu'un point très particulier dans ce paysage, au fond d'une vallée. Dès que vous vous changez, vous montez sur une colline, vous montez sur un pic, etc., vous avez un autre univers radicalement différent du nôtre, avec des lois de la physique radicalement différentes. Dans cet univers, il n'y a que des trous noirs, il n'y a pas de trous noirs, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de carbone, évidemment, il n'y a personne, il n'y a pas d'astronome, il n'y a pas de lycée, rien du tout. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du multivers. Voilà. Donc l'hypothèse du multivers, je finirai là-dessus quand même, avant que je finisse, c'est que finalement, une réalité plus profonde que l'espace et le temps serait l'énergie du vide quantique qui, par ses fluctuations, je vais être naïf évidemment, engendrerait des univers qui ne seraient finalement que des gouttes de l'écume du vide. Alors que font les physiciens? Ils font un petit peu, ils reprennent sans savoir. En général, la très belle phrase que le poète Paul Valéry avait écrite dans ses cahiers. Paul Valéry avait écrit, écoutez bien, les événements sont l'écume des choses, mais moi c'est la mer qui m'intéresse. C'est ce qu'on fait. On s'intéresse aujourd'hui aux propriétés du vide quantique, c'est-à-dire la mer, qui serait peut-être responsable de l'extraordinaire multiplicité, non seulement de notre univers ami, mais d'autres univers. Et je finis vraiment là-dessus. Dans ce modèle-là, ça a l'avantage aussi de supprimer l'idée un peu gênante d'un début du temps qui serait le Big Bang. Et alors on a des modèles où on commence à faire des scénarios d'univers avant le Big Bang, par exemple l'univers ici, qui s'effondre sur lui-même et au lieu de s'évanouir en un point, rebondit et donne naissance à notre univers actuel, ce qui change un petit peu les perspectives évidemment sur le début du temps et la fin du temps. Voilà, si vous voulez approfondir, j'étais un petit peu long, je suis désolé, j'espère que ça aura un peu de temps pour quelques questions. J'ai écrit beaucoup de livres de vulgarisation à différents niveaux, et parmi les livres les plus accessibles et relativement récents, voici ces 4 livres-là, je vous signale en passant. Et puis également, j'ai créé un blog, adapté également en moyen de communication plus moderne, c'est s'appelle Luminescence, dans lequel également on trouve toutes ces informations-là, y compris les activités artistiques et littéraires. Je vous remercie.